Ecom Talk, le rendez-vous numéro un pour un maximum de value. Salut à tous! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Ecom Talks numéro 19. On est là avec Matt Dessousa. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà les gars, merci d'être là. Ça fait super plaisir. On a un super invité ce soir qui a pas mal de skin in the game, notamment en e-com et en application Shopify, qui va pouvoir nous apporter bah voilà, toutes ses connaissances et aussi ses connaissances sur les applications Shopify. J'ai l'impression qu'on va plutôt aborder ça. On ne s'est pas trop parlé avant. On va voir un peu euh, ce qu'il a de beau à nous raconter. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Euh, Comme vous savez, Ecom Talks, l'objectif c'est l'interactivité. Vous pouvez demander à n'importe quel moment de monter, enfin plutôt dans la deuxième partie. Dans la première partie, c'est plutôt Matt qui va parler. Et vous pouvez éventuellement aussi poser vos questions directement en commentaire du space et on y répondra en live. Voilà, donc maintenant je vais attendre juste que Matt soit prêt. Je crois qu'il est mute là. Ouais, ouais, je suis prêt, je suis prêt. Merci pour l'invitation. Super, bah merci à toi d'avoir accepté, ça fait super plaisir. Dis-moi tout, présente-toi rapidement, voilà, ton histoire, ton parcours, quel âge tu as, ce que tu fais actuellement et puis on va dérouler ça tranquillement. Ouais, bien sûr, je vais essayer d'aller droit au but. Alors, je m'appelle Matt de Souza. Tu l'as presque bien prononcé, mais ça va. J'ai 27 ans et je suis le fondateur de l'application Shopify White Bundle que beaucoup connaissent, je pense, que j'ai créé en mai 2020, donc il y a bientôt 5 ans maintenant. Et, euh, et ça a très très vite grossi. C'est devenu l'app numéro 1 en bundle en France. C'était la première app de son type dans le monde entier même, donc ce que White Bundle faisait. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas parce que les gens ont vu que ça fonctionnait. Et moi, en fait, je suis un peu dans le milieu e-com, etc. depuis 2017. Donc à la base, je faisais du développement web pour voilà, des marques e-commerce sous Shopify. J'aidais les gens à mettre en place des codes sur leur boutique, etc. Et je me suis rendu compte au final qu'il y avait souvent les mêmes problèmes qui revenaient, les mêmes demandes et cetera. Et donc en 2017, je crée ma première app Shopify, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a pas très bien fonctionné, qui s'appelait Exit Counter. C'était les tout débuts des apps Shopify, hein, vraiment il y avait, rien qui existait. Et Exit Counter du coup, c'était, l'app, fantastique qui m'a lancé, qui était vraiment géniale et qui fonctionnait à l'époque. C'était tout simplement une application de pop-up, donc Exit Intents. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est, quand le e-commerçant, enfin le client pardon, va quitter la boutique et bon, on lui affiche un petit pop-up pour, lui demander de rester. L'avantage qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est que cette application apparaissait sur le checkout. Donc en gros, quand une personne allait quitter le checkout, on affichait un pop-up et en plus d'afficher le pop-up, on lui disait: «Tiens, tu as un code promo, clique sur ce bouton» et en cliquant sur le bouton, ça appliquait automatiquement le code promo. Ah, c'est fort et ça, c'est plus possible? Non, c'est plus possible. Malheureusement, en Oh 2018, merde. début 2018, il y a Shopify qui a justement renforcé sa sécurité au niveau du checkout et donc cette application ne pouvait plus fonctionner. Donc Et au attends, même pic pour les ouais, plus? Même pour les abonnements plus? pour les plus, ils ont des possibilités, donc il y a des modifications possibles, mais ce genre de modification, c'est pas possible. Il y Ah, a ok, trop de ok. il y a trop de problèmes vis-à-vis de la sécurité parce qu'en fait, on pouvait appliquer n'importe quel code JavaScript, si tu veux, sur cette page-là. Autrement dit, nous, on l'utilisait pour savoir, donc le gars s'il allait quitter, appliquer des codes promo et cetera, mais on pouvait un peu tout faire. Ok. Donc on pouvait pré-remplir, les champs, on pouvait, je sais pas moi, rediriger le mec sur une fake page checkout. Il y avait pas mal de problèmes de sécurité, quoi. Ah, ok, je comprends. Ok. Et donc ouais, au pic de cette app, ça a duré quelques mois au final, hein, c'était très rapide, je faisais, 1 000 € par mois. Donc c'était vraiment les débuts, hein. Il y avait aucune app encore une fois, les gens ils connaissaient pas trop et cetera. Très vite, l'application du coup est morte. J'ai créé une deuxième app en 2018, début 2018. C'était une application, c'était le moment où RGPD ça commençait un peu enfin les gens en parlaient et cetera et j'ai voulu surfer un peu sur la vague en créant une application pour, afficher des bannières sur les boutiques. Donc typiquement la bannière, cookie, vous acceptez les cookies, j'accepte et cetera. Sauf qu'en fait, elle a pas fonctionné parce qu'il y avait pas forcément, de besoin, les gens n'étaient pas encore assez, dessus, ils s'en fichaient un peu
Donc ça a pas fonctionné. Je me suis pris ma première grosse claque dans la gueule où je pensais qu'avec, Exit Counter, la 1re app, je savais exactement ce que je faisais. C'était pas le cas. Du coup, première leçon, c'est ne pas, se lancer avec une idée qu'on a dans la tête. Parce que généralement, ce que vous pensez, qui est bien, bah, les autres, vos potentiels utilisateurs n'auront peut-être pas cet avis. Donc en 2018, je crée une troisième application Shopify. C'était une application tout simplement pour, permettre pareil, qui n'a pas fonctionné, hein. C'était une application qui permettait de suivre un peu la concurrence. Autrement dit, dès que les concurrents avaient des prix qui changeaient sur les produits, dès que le concurrent avait un nouveau best-seller et cetera, et ben, on recevait automatiquement une notification avec, ce qui a changé, en fait. Donc, on recevait, la notif en disant: «Bah, tiens, il y a un nouveau produit, best-seller sur cette boutique-là, il y a, ce prix qui a changé, cette réduction qui a été appliquée». Et bah, pareil, je pensais que c'était une bonne idée. J'ai lancé le truc sans, consulter, les potentiels, utilisateurs. J'ai passé des semaines à coder le truc et au final, j'ai juste perdu du temps. Donc ça, c'est encore une autre leçon, c'est ne pas, perdre du temps à créer une version, complète du produit en se disant que, on va faire en sorte que ce soit parfait. Parce qu'au final, ce qui est parfait pour vous, ça l'est pas forcément pour ceux qui vont l'utiliser. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de commencer, doucement, une première version, même si c'est un peu, de la merde en fait, on s'en fout. Le but c'est est-ce que ça peut faire 20 du job et ensuite, progressivement on améliore quoi. Jusqu'à du coup, 2020, puisqu'entre temps, en 2019, j'ai décidé de stopper les apps Shopify. Je me suis dit que c'était pas pour moi et heu et donc j'ai créé un autre truc qui s'appelait Wide Checker. Donc c'était, la première app qui avait le mot wide dessus. C'était, une application, je sais pas pour ceux qui connaissent, Hypoditor? Mais en gros, c'était une application qui permettait de, chercher des influenceurs sur Instagram, pouvoir les trier par, nombre d'abonnés, taux d'engagement et cetera et en même temps pouvoir analyser du coup les influenceurs, avoir leurs notes, savoir si les, abonnés sont engagés et cetera. Et ça Ça existe avait plus? bien fonctionné. Non, ça avait bien fonctionné. La problématique en fait, c'est que j'étais tout seul. C'était très technique. Donc 2019, j'avais, parce que du coup là aujourd'hui j'ai 27 ans, 2019 c'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ouais, j'avais 21, j'étais jeune, il y avait trop de technique, en fait. C'était compliqué à créer et tout seul, je pouvais pas avancer, il y avait beaucoup de problématiques, en fait. Donc en fait, j'ai juste décidé de stopper le truc parce que, OK, ça pouvait fonctionner, OK, il y avait de la valeur, mais pour moi, c'était pas, c'était trop complexe, en fait. OK, ouais. Et donc on vient, 1 an après, 2020 où je lance White Bundle. Du coup, 2020, j'ai 22 ans, je lance White Bundle et là, ça prend très, très rapidement puisque du coup, je lance fin mai, en juin, ça commence à monter progressivement et surtout que ça va très, très vite. Donc il y a l'effet composé qui se met en place, où globalement, je vais gagner 1, 2, 3 utilisateurs et puis d'un coup, ça va passer à 6, puis à 20, puis à 30 et cetera et ça monte très vite. Ce qui se passe ensuite et ce qui m'a fait, exploser réellement, c'est qu'en août 2020, donc 3 mois je crois après la sortie, il y a Yomi qui m'envoie un message en me disant: «Écoute, j'aime bien ton app, est-ce que tu fais de l'affiliation?» Donc quand Yomi met en avant votre app, forcément, ça explose encore plus Grave. par rapport à ce que ça explosait déjà et donc on arrive, septembre, 25 000 € par mois. Aujourd'hui, du coup, on est, 5 ans après presque. Il y a eu plus de 80 000 personnes qui ont installé White Bundle un jour. On a des milliers de boutiques qui l'utilisent au quotidien. Pour avoir une ordre d'idée, en 2024, les utilisateurs de White Bundle ont généré au total 550 millions de dollars. Donc ça représente le chiffre d'affaires, total avec, un montant, généré par White Bundle, si je dis pas de bêtises, de 55 millions, quelque chose comme ça. Je crois que c'était un peu plus de 10 et voilà quoi. OK, OK, c'est très carré, c'est très propre. Tu donc quelqu'un qui a vraiment de l'expérience quoi dans l'e-com et ouais, qui est dans t'as dû voir beaucoup de choses passer en fait depuis tout ce temps, et tu as vraiment vu en fait, l'e-com évoluer et ça c'est hyper intéressant je trouve quand on a une personne qui est là depuis autant de temps. Heu, Qu'est-ce que toi tu as vu changer petit à petit, avec le temps, avec les gars qui avaient justement des shops et qui voilà, enfin, comment tu as vu les shops des gens évoluer et les problématiques évoluer entre, 2018 et même 2017 et aujourd'hui?
Alors du coup, ça a pas mal changé, pas forcément ouais, même la mentalité. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La première chose, je vais essayer d'aller par étapes, c'est que quand moi, du coup, je suis allé dans le milieu Shopify et cetera, c'était très simple, hein. Les gens, ils lançaient une boutique, dégueulasse, le thème de base, donc le thème début, pas de changement. Tu mettais le produit, tu lançais tes pubs Facebook, et en fait, ça a fonctionné, tu vois? C'est soit ça fonctionnait, soit ça fonctionnait pas et si ça fonctionnait pas, tu lançais un autre produit comme un peu ce qu'on peut voir aujourd'hui en dropshipping et cetera. Mais là, c'était vraiment, la base. Il y a pas de changement. C'est soit le produit il prend, soit il prend pas, mais tout le reste, on s'en fout. Le trafic était beaucoup moins cher et donc il y a pas mal de personnes, nouveaux venus qui arrivaient, qui faisaient de l'argent alors qu'ils avaient jamais rien fait de leur vie, en fait et ça fonctionnait. Donc là, c'était vraiment la le c'était les tout débuts, en fait. C'est-à-dire que le marché, dropshipping commençait à se connaître en France. Il y avait pas beaucoup de personnes qui le faisaient. À l'époque, on parlait de ceux, par exemple, qui faisaient, 1 000 000 par an en dropshipping comme des dieux, en fait. C'était vraiment: «Waouh, il a fait 1 million en un an, quoi», Ah ouais, ouais, de OK. chiffre d'affaires et Ah avec ouais, même si tu avais que 10 5 je sais pas quoi à la fin, mais en fait, c'était en mode: «Il a fait 1 million quoi ouais. et donc c'était vraiment super simple, en fait. C'était vraiment, tu trouves le bon truc, tu lances et basta. Parfois, tu prends juste ce qu'il y avait sur le marché anglais et tu faisais la même chose. Donc ça, c'était vraiment très, très simple. Puis après, le marché, il a un peu évolué. On a changé un peu de méthode pour vendre les produits. Donc, il y a eu l'arrivée des influenceurs, où les gens ont commencé à mettre en place des influenceurs. Donc ça, c'était courant 2018, où ça a commencé vraiment à arriver, puisque du coup, la pub Facebook commençait à devenir plus chère, etc. Ça se faisait toujours, mais c'était un peu plus compliqué. Donc on a commencé à faire les influenceurs. Puis après, ça s'est un peu sorti sur toutes les plateformes pour vendre et cetera. Des gens qui ont commencé à vouloir faire du SEO, pour réduire un peu les coûts et être plus sur le long terme et cetera. C'est là également où on a commencé à voir, des gens dans le milieu du drop qui se sont dit, «OK, moi j'ai envie de professionnaliser un peu mes boutiques, je vais commencer à récupérer le même produit que j'ai qui se vend bien par exemple, mais je vais poser mon logo dessus». Donc ça a commencé à se faire et en fait, c'est là où on a commencé à voir, beaucoup de gens dire, «Il faut se différencier». Il faut créer quelque chose de mieux, quelque chose de plus poussé parce que, bah, déjà les clients sont au courant de toutes les arnaques dropshipping qui peuvent se faire, des fausses promesses, de tellement de choses. Il y a plein de boutiques du coup qui se ressemblent et donc il faut commencer à faire les choses de façon carrée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce serait, impensable de se dire: «Bah, je lance un thème sans rien, je change même pas les textes, il y a encore le texte, ajouter un produit à tel endroit et je lance juste la page produit avec un produit que j'ai trouvé sur AliExpress rapidement». Mmh. Pas de description ou juste la description AliExpress, je lance. C'est aujourd'hui, c'est impensable de faire ça et en fait, voilà, ça c'est juste qu'on est passé sur un truc où ça s'est professionnalisé. Il y a quand même plus de monde aujourd'hui qu'avant. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on tend sur du professionnel, mais il y a quand même, plus de monde parce que du coup, ça s'est aussi popularisé donc ceux qui n'y connaissent rien, bien évidemment, vont pas durer longtemps, mais ceux qui se donnent les moyens, qui essaient de faire les choses carrées et cetera, bah, au final, il y en a beaucoup plus que ce qu'on avait à l'époque. Donc globalement, c'est ce qu'on voit. Il y a eu, comme toujours, il y a eu plein de trends un peu, sur les produits. Donc au tout début, c'était vraiment boutique généraliste. C'était, tu sur la boutique, d'une personne, il y avait, tous les produits, possibles et inimaginables. Aujourd'hui en drop, bon je pense qu'il y a quand même ça, mais on part quand même sur un truc encore une fois un peu plus professionnel avec je sais pas, un fil, qui enfin quelque chose de concret quoi. Alors Ouais, qu'à l'époque c'était vraiment, pas de design, n'importe quel produit et j'envoie des pubs un peu partout et je vois ce que ça donne quoi. ouais, clairement. OK, hyper intéressant et moi, ouais, en fait, c'est étonnant parce que, pour moi, le monde des applications Shopify, quand tu es e-commerçant et que tu as jamais mis le nez dedans, tu vois, c'est un peu shady. Par exemple, je me demande une des questions que je me pose, c'est: est-ce que les gars qui font, du coup, les apps, elles voient tout ce qui se passe dans le store? Qu'est-ce qu'elles voient? Qu'est-ce qu'elles voient pas? À quoi elles ont accès? Est-ce que, parmi les autres mecs que tu connais qui peuvent faire des applications, il y a des types qui font aussi du e-com et ils volent des produits, ils volent des marques. Est-ce qu'il se passe des trucs comme ça? Ouais, alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand tu crées une app, tu demandes des autorisations, donc vis-à-vis de la boutique, à savoir, je veux que tu me donnes accès par exemple, je sais pas moi, aux produits de ta boutique, la possibilité de lire ton thème, ce qu'il y a dedans, ce genre de trucs. Ouais, Donc ça, Shopify va vérifier est-ce que tu as réellement besoin de ces informations. Typiquement, moi, pour une app de bundle, bah, tu pas le choix que de pouvoir avoir accès aux produits. ouais, Donc ça, c'est une autorisation où Shopify va dire: «OK, c'est bon».
Après bon, tu peux avoir, différents accès. Moi, par exemple, encore une fois, dans le cadre d'une app de bundle, j'ai accès aux ventes que les boutiques vont faire. Donc effectivement, je vais voir, toutes les ventes, qui vont passer, je vais voir le montant, je vais voir, dans quel pays est-ce que c'est envoyé, je vais voir les numéros de téléphone, je vais tout voir en fait, Ah ouais, c'est parce cheaté qu'on ça. parce qu'on n'a pas le choix. Le gars, il Maintenant peut nous faire de la recherche prod, lui. maintenant Shopify, voilà, Shopify, il s'assure, il y a de la sécurité derrière, tu dois leur prouver que tes données sont sécurisées, il y a des protocoles, il y a des trucs qui sont assez chiants d'ailleurs quand on se lance. Ok. Mais ouais, on a accès à pas mal de choses. Nous, par exemple, on a un système où, tu vois, quand on va sur, la boutique d'un de nos membres, on peut télécharger son thème parce que du coup, bah, ça nous permet directement de pouvoir faire nos tests en interne. Donc ça, c'est Hmm. un truc tout con, mais ça, tu vois, utiliser de façon mauvaise ou quoi, c'est un truc où du coup tu pourrais télécharger des thèmes, des choses que des gens ont créées, ont passé du temps et cetera et toi juste copier, absolument tout, quoi. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est ce que tu as mentionné, hein, les produits. Donc, nous, enfin, la plupart des apps le font pas. De toute façon, on a des «deals» entre guillemets avec Shopify. Hem, mais oui, j'ai accès à tous les produits. Je sais ce qui se vend en instant T, je sais c'est quoi les trends, je sais, ce que les gens commencent à vendre, quand ça arrive, la Saint-Valentin, je le sais que ça arrive, tu vois? Sur les produits qui arrivent et cetera. Et Hmm. hem et globalement, oui, on peut tout savoir. Donc je vois les ventes qu'ils font, je vois leurs produits phares, je pourrais même savoir le trafic, d'où est-ce qu'il vient et cetera. Maintenant c'est, voilà, toi et ton éthique et Shopify. Est-ce que tu es prêt à perdre ton app ou pas? Moi depuis le début, tu vois, j'ai toujours dit, on m'a demandé, hein, il y a des gens qui m'ont demandé, qui sont venus, qui m'ont dit: «Est-ce que si je te passe de l'argent, est-ce que tu me donnes des produits?» Des produits Ouais, qui fonctionnent bien en ce moment, tu vois? ouais. On m'a demandé plusieurs personnes et j'ai toujours dit: «Non, c'est Ils ont pas mis genre c'est même assez. pas c'est même Ils ont pas c'est même pas proposé assez. pensable, en fait. En fait, le problème, c'est qu'à partir du moment sur un truc comme ça où tu perds la confiance, Ouais, c'est de ça. 1 de Shopify, c'est terminé, quoi. Ouais, Et et que, puis le mot, il va vite, Shopify vite te de se laisseront passer. pas exactement, exactement et Shopify, ils vont pas te laisser, faire ça, c'est fini. Si jamais Shopify, ils disent, «Non, c'est fini, tu fais plus d'app», bah, en fait, tu feras plus d'app parce que de toute façon, tu dois valider est-ce que, tu es bien une personne réelle, est-ce que machin. Donc en Hmm. fait, ils te bloquent et c'est arrivé à des personnes, hein, de se faire bloquer leur app parce qu'elle était pas éthique ou quoi et en fait, tu grillé sur Shopify, c'est terminé pour toi. Surtout que ce soit des apps ou ce genre de trucs, quoi. Donc ça va Mais quand même, on est à l'abri un peu. ouais, ouais, sur Ok. White Bundle en tout cas, les autres, je sais pas comment ça fonctionne, mais la plupart, il y a tout ce qu'il faut généralement pour éviter d'avoir des problèmes, de ce côté-là. Ok. J'ai plein, plein, plein de questions. Alors, je vais essayer vraiment de les enchaîner d'une façon logique. Donc là, White Bundle, ouais, ça fait 4 ans 4-5 ans maintenant bientôt que tu tournes sur cette app, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et t'as que ça pour le moment, enfin entre guillemets, tu vois, je veux dire, t'as que cette app là, t'as pas eu envie de développer d'autres applications. Forcément, tu dois avoir plein de problématiques. Même moi, en tant qu'e-commerçant, je me dis qu'il y aurait plein de nouvelles applications à développer. Euh, Comment ça se fait du coup que t'aies que ça? Enfin, si t'as que ça, je sais pas. Yes. Alors j'ai créé en 2020 White Bundle. Mon objectif à ce moment-là, c'était de créer, 5 applications Shopify. Du coup, Ok. 1 an plus tard, en 2021, je crée Wide Review, une application d'avis clients, pour afficher sous format carrousel, des avis clients, vidéo et cetera et donc tu peux afficher un carrousel, grand sur ta page produit ou alors un mini carrousel sous ton bouton ajout au panier et cetera et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que gérer déjà une app, c'est compliqué et qu'en rajoutant 2 apps, en fait, bah, tu dois gérer moi, tu vois, j'avais des développeurs différents pour les apps, donc tu dois gérer, 2 roadmaps différents, 2 développeurs différents. Tu dois, gérer ta com de façon différente. En fait, c'est vraiment, c'est limite un deuxième taf, un deuxième business que tu dois rajouter, tu vois? Hmm. Si jamais, en tout cas, tu as pas totalement délégué la première re tu pas une équipe qui gère et cetera, bah, en fait, ça devient compliqué et donc à ce moment-là, je me suis dit: «Il faut que je fasse un choix». C'est soit je fais les choses à moitié pour chaque app et je sais pas où est-ce que ça va m'emmener, soit je décide de, me focus sur une app et donc à ce moment-là, c'était White Bundle qui avait déjà 1 an qui générait l'argent et donc je me suis dit: «On va continuer sur White Bundle». Donc ouais, j'ai des idées, ouais, j'ai de la data, j'ai pas mal de choses. Maintenant, c'est juste, il faut que tu restes focus à un moment, sinon tu vas nulle part. Ouais, ouais, c'est compliqué. C'est vrai que même là, personnellement, avec mon shop, je m'imaginais très rapidement pouvoir vite scaler, vite lancer d'autres choses. Mais c'est vrai qu'après, tu perds vite le focus. Et si t'as pas délégué vraiment à des personnes qui sont très très compétentes et sur lesquelles tu peux faire vraiment totale confiance, c'est vraiment difficile de se lancer sur d'autres choses. Tu te dis, ouais, en fait, je vais juste
perdre de l'énergie et peut-être que je devrais mettre 100 de mon focus sur ce qui me rapporte le plus et toi, bah, c'est White Bundle, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement et surtout qu'en fait, généralement quand on va lancer plusieurs business, on va se dire que je vais pouvoir, rentabiliser un maximum, faire encore plus d'argent et cetera. Sauf qu'en fait, souvent, un scale horizontal, c'est pas forcément le la meilleure solution comparé à un scale vertical. Autrement dit, tu gardes le même produit que tu as et juste tu essaies de faire plus avec ce produit, plutôt qu'à rajouter et que parfois c'est même du coup, contre-productif et qu'en fait, encore une fois, hein, avec l'effet composé, bah, en fait, ta croissance, elle peut être exponentielle. Tu Mmh. lances, un truc, ça fait de mieux en mieux, puis après tu as le bouche à oreille qui se met en place, puis tu as plein de choses, puis machin et ça grossit super vite. Donc tant que ton produit, en tout cas le business sur lequel tu es, a du potentiel pour, grossir plus et tu le sais, ça sert à rien d'aller voir ailleurs si jamais t'as pas atteint ce potentiel, en fait. OK. Maintenant, en termes de concurrence, comme tu l'as évoqué, il y a maintenant énormément d'applications de bundle. Comment tu fais pour pas te faire bouffer, pour rester à flot, pour rester voilà je sais pas comment ça se passe. Par exemple, quand un gars il va taper bundle et il va y avoir donc plein d'applications de bundle qui vont lui être proposées. Comment tu fais pour rester en haut, etc. Comment ça se passe? Ouais, alors, déjà vis-à-vis de la concurrence, c'est quelque chose que tu auras toujours dans n'importe quel business. Ça, il faut l'accepter, en fait. Il faut pas se dire: «Ah, j'espère rester le plus longtemps tout seul» et cetera. Il faut juste partir du principe que c'est normal. À partir du moment où quelque chose fonctionne, tu auras d'autres qui vont s'ajouter, c'est normal. Il y a pas que dans le drop qu'il y a des requins, c'est partout, hein, n'importe quel type de business. Donc à partir du moment où on l'a accepté, ça c'est la 1re étape, parce qu'il y en a qui l'acceptent pas et qui vont juste s'énerver, être frustrés et cetera. C'est juste en fait, de rester bien, premièrement focus sur ton business à toi. C'est-à-dire que si jamais ton but c'est juste de dire, «OK, je vais voir ce que la concurrence elle fait et je vais juste copier tout ce que la concurrence fait». Le problème de ça en fait, c'est que vous avez pas les mêmes utilisateurs. Les raisons qui, ont poussé tes utilisateurs actuels à installer ton app contre les raisons, qui ont poussé d'autres utilisateurs, c'est pas les mêmes. À savoir, c'est pas moi, un utilisateur ou 10 utilisateurs qui vont comparer des apps, ils n'auront pas les mêmes critères et donc si jamais tu as 5 utilisateurs qui installent ton app et les autres 5 qui installent l'autre app et que tu veux copier l'autre app, bah, en fait, ça veut juste dire que tes utilisateurs actuels, tu leur mets un gros fuck et tu dis: «Je m'en bats les couilles de ce que vous voulez», en fait. Mmh. Donc l'idée, c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est, quelles sont les demandes de tes propres utilisateurs? Focus sur tes utilisateurs parce qu'ils ont des besoins, en fait, que les autres n'auront pas forcément. Et donc, généralement, c'est ce qu'on dit, hein, reste focus sur ton business à toi, prends ton feedback, regarde pas la concurrence et voilà, tu avances et si jamais vraiment il y a quelque chose d'incroyable sur, une app, concurrente, heu, qui du coup que même tes utilisateurs ils vont te le faire savoir et OK. encore une fois, ça reste du coup du feedback et tu peux rester comme ça. Donc ça, c'est le point vis-à-vis de, comment rester droit. Tu suis ta roadmap, tu suis ton plan et tu regardes pas trop ce que fait la concurrence parce que en fait, si tu fais ça, tu seras juste, toujours l'éternel deuxième. Tu seras jamais devant lui puisque du coup, à chaque fois qu'il sort quelque chose, c'est toi à ce moment-là où tu sors cette chose-là, donc tu pourras jamais être premier. Ensuite, vis-à-vis de Shopify, le truc c'est que du coup, il y a le SEO. Donc le SEO, hein, c'est pas que Google, c'est vraiment, à partir du moment où tu as un système de recherche et tu as des résultats, du coup, tu as du SEO. Sur l'App Store Shopify, c'est pareil. Donc l'App Store Shopify, au fur et à mesure des années, il s'est un peu plus complexifié. À la base, c'était juste, enfin, il y a quelques années, c'était celui qui a le plus d'avis et qui met les mots-clés, il a gagné. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il va y avoir plusieurs critères de la même manière que sur Google, hein, donc il va y avoir sûrement de l'IA derrière qui va analyser, est-ce que, pour tel mot-clé, cette application, elle est pertinente? Va y avoir le nombre d'installations, le nombre de désinstallations, donc plus tu as d'installations sur l'app et plus elle va être mise en avant. Désinstallations, idem, plus tu en as, moins ce sera mis en avant. Heu, Tu vas avoir, par exemple, comment dire? Les catégories, dans quelle catégorie elle est ton app. Si jamais, admettons, tu es une app, dans la catégorie d'upsell et que tu veux, aller, chercher le mot-clé bundle, bah, ce sera pas possible. En tout cas, les apps de bundle vont passer devant toi parce que toi, tu es focus sur l'app d'upsell. Il y a toutes ces choses-là, en fait, qui font que derrière, tu vas avoir, un classement bien spécifique, en sachant qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Shopify essaye de mettre en avant beaucoup plus les nouvelles apps. Donc, OK. c'est plus facile pour les nouvelles apps aujourd'hui d'être dans le top que pour les plus grosses. Parce que, voilà, Shopify, ils ont décidé que les gros, en fait, qui avaient déjà, du coup, une présence, c'était plus facile pour eux de rester au top, logique et du coup, il fallait donner leur chance à aux plus petits et donc en fait, maintenant, il y a un système un peu de croissance, autrement dit, à quelle vitesse est-ce que tu es en train de grossir et cetera et donc ça aura plus d'impact que, par exemple,
combien d'avis tu as. Donc, je sais pas moi, quelqu'un qui, une petite application qui commence à avoir 10 avis, 15 avis et qui grossit du coup, lentement, mais au final, par rapport à sa taille, ça grossit vite, bah, en fait, passera, devant une application qui a, 2 000 avis parce que, elle va pas assez loin, elle va pas assez vite, quoi. OK. Donc il y a toutes ces choses-là et ensuite, bien évidemment, c'est comme tout business, hein, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est que, au bout d'un moment, bah, l'App Store Shopify, il faut pas que ce soit ton seul trafic, ta seule source d'acquisition. Donc c'est pour ça que nous, on travaille par exemple avec des influenceurs, on va travailler avec, de la création de contenu, on va travailler avec, voilà, des vidéos YouTube et cetera, des partenariats avec d'autres apps Shopify, ça c'est un truc qu'on fait beaucoup. Ça permet d'avoir la confiance et cetera et en fait, on va multiplier, voilà, les différents canaux d'acquisition pour être sûr qu'il y en ait pas un qui tombe comme par exemple l'App Store de Shopify. Donc ça, c'est un truc, vraiment à faire et au final, tout ce que je dis là, c'est vraiment quelque chose qui se répète, hein, sur, n'importe quel business, au final. C'est, voilà, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, reste focus sur ton truc, essaye d'améliorer ton produit par rapport à tes propres clients et continue comme ça et normalement, tout se passera bien. OK, ouais. Ouais, ouais, là, j'étais en train d'aussi de pendant que tu nous expliquais tout ça, de regarder un peu, ton app parce que moi, personnellement, je n'utilise pas malheureusement ton app, je suis désolé, mais je la connaissais pas, j'en avais entendu parler, d'une autre Pas que de problème. j'utilise. Je vais pas en faire la pub, je te laisse la lumière et franchement, elle est bien foutue, mec, je regarde les en fait, ce qui est hyper intéressant et que notamment, moi, j'essayais d'avoir dans d'autres apps, c'était que tu peux mettre plusieurs produits, en fait, dans ton bundle. Si j'ai bien Yes. compris. Tandis qu'il Ouais, y a la exactement. majorité des autres apps, tu peux pas mettre plusieurs produits différents dans le même bundle. Ça, c'est une misère. Yes. Ouais, C'est une exactement. misère. Et non, non, franchement, ça a Bah l'air bien foutu ton voilà, truc. ça typiquement, c'est, des utilisateurs qui nous ont fait remonter encore et encore et encore, «C'est cool, je peux faire ça. Par contre, j'aimerais bien pouvoir, proposer un deuxième un troisième produit dans un bundle. Quand est-ce qu'on a ça?» Et du coup, bah, vu qu'on a beaucoup de personnes qui l'ont demandé, bah, on l'a priorisé. Maintenant, si ça se trouve sur une autre app de bundle, les utilisateurs, ils demandent pas ça, mais ils demandent autre chose et du coup, Mmh. bah, eux, ils vont partir sur un autre besoin et ils vont attirer une cible différente. Parce qu'au final, vraiment, toutes les apps de bundle sont différentes en fait, elles ont des besoins différents, elles font des choses différentes et en fait, elles vont s'adresser à un public qui peut être différent également. Et juste après, bah, tu as la niche bundle et après dans la niche bundle, tu as des gens qui ont différents besoins, quoi. Ouais, ouais, on pourra te faire remonter des trucs, mec. On pourra te faire remonter des trucs. N'oubliez pas, les gars, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en même temps. Là, si vous avez des questions concernant les apps, l'e-com, peu importe, allez-y, vous pouvez nous les poser. Euh, Ok, maintenant, ma question, elle peut paraître bête, mais je vais me dire, mec, avec toutes les données et la data que tu as, pourquoi t'as jamais lancé un Storycom? Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. Du coup, d'où ma question, tu vois. Alors, premièrement, ça me fait pas forcément kiffer plus que ça. Ok. Je suis pas un e-commerçant, moi je suis un développeur, créateur d'app, j'ai toujours fait ça en fait, bien avant Shopify, c'était mon kiff. Donc, premièrement, je vais pas forcément là où il y a l'argent, je vais là où il y a l'envie, ce que j'ai envie de faire, ce que je me vois faire dans les 10 prochaines années et je me vois pas avoir une boutique e-commerce dans les 10 prochaines années. Hmm. Hem et ensuite, le SaaS, c'est le meilleur business au monde, il y a pas de débat. Je veux dire, je sais exactement combien d'argent je vais gagner le mois prochain, même si je m'arrête de bosser, ce mois-ci, sans avoir plus de taf parce que du coup, il y a un abonnement récurrent et tu as créé un produit que les gens aiment et cetera. Donc, le mois prochain, je sais combien je vais gagner, le mois d'après également. Après, il faut quand même que tu aies un suivi, que tu continues d'améliorer et cetera, mais globalement, je sais combien je vais gagner. 2e point, c'est la valorisation. Grâce à ce système d'abonnement, ton business, il est valorisé beaucoup plus, qu'une boutique e-commerce si jamais tu veux revendre ton business. Donc autrement dit, tu construis vraiment un asset qui a non seulement te génère de l'argent tous les mois, mais en plus a de la valeur le jour où tu voudras le revendre et passer à autre chose. Et enfin, troisièmement, c'est que la rentabilité, je pense que c'est lié aux autres 2 points, elle est énorme. Tu compares ça à une boutique e-commerce, il y a pas de débat. On gagne beaucoup, beaucoup plus, 80 90 en fonction de comment est-ce que tu mets en place, ta structure et cetera, ça peut monter, énormément en termes de rentabilité. Donc, en fait, je me dis juste, en fait, pourquoi me lancer sur un autre business alors que j'ai pas tiré le plein potentiel de celui-ci et qui me fait kiffer? Au final, je pense que c'est surtout ça qui est important, c'est qu'au début, par exemple, tu peux aller tester un maximum de choses, voir ce qui te fait kiffer et ensuite, bah, tu iras plus loin avec un truc qui te fait kiffer et qui peut générer de l'argent qu'un truc qui te fait pas kiffer et même qui a plus de potentiel, en fait. Ouais, Alors, vaut forcément. mieux aller vers là où ça te fait kiffer et moi, c'est les apps. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai que le business model des applications, du SaaS, c'est vraiment quelque chose qui donne
énormément envie de par le recurring, de par le fait que, bon, même si tu dois continuer à développer ton offre et les options, bah, comme tu dis, si demain t'arrêtes, tu sais que tu as suffisamment de choses qui sont mises en place pour que, ben, les gens continuent à l'utiliser finalement. Il y a tout ce qu'il faut. Heu, voilà, c'est vrai que ça donne vraiment envie d'avoir, je sais pas, un business comme ça aussi automatique et surtout la valorisation. Toi, à peu près là, tu pourrais nous donner une idée de valorisation de ton app ou? Alors je partage plus les chiffres depuis décembre 2023, 2023. OK, Ça m'a tiré les mauvais followers. OK. Mais ouais, du coup, c'est 7 chiffres. L'application, elle est, valorisée à 7 chiffres. Et là, qu'est-ce qui t'empêche de d'exit et de partir sous les cocotiers du coup? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu lances une app ou quand tu lances un SaaS, le plus compliqué, c'est le début. C'est, trouver le bon besoin, trouver ta cible, savoir exactement qui va kiffer ton app, lancer. Mais une fois que c'est lancé, en fait, c'est lancé. C'est-à-dire que, OK, c'est difficile, mais c'est un difficile, différent, tu vois? Mmh, Donc en fait, se dire: «Je fais le plus dur et ensuite quand ça commence à couler, je vends», bah, c'est un peu, ça fait pas sens. Donc en fait, le but, si tu te dis juste: «Je vends parce que je me dis que je vais pouvoir, faire un gros cash», c'est pas intéressant. Par contre, les trucs intéressants, c'est, est-ce que tu as amené le business là où tu penses pouvoir l'amener? C'est-à-dire que si tu te dis: «Bah, je me vois pas, l'amener plus haut que ça, j'ai pensé à tout ce que je pouvais» et cetera. Dans ce cas-là, oui, c'est un bon moment pour vendre. Si tu te dis: «Je veux juste vendre, du coup, pour l'argent», mais que tu te dis: «Bah, techniquement, je pourrais le pousser encore plus», vends pas. Et l'autre raison, c'est est-ce que tu en as marre, en fait? C'est-à-dire que là, mais encore une fois, c'est plus une question d'argent, c'est juste, est-ce que j'ai encore envie de bosser dessus? Si j'ai plus envie, là, je vends. Et pour l'instant, bon, White Bundle, c'est cool, c'est devenu un état d'esprit avec ma team et tout, du coup, non, on garde pour l'instant. OK. Et il y a une question intéressante de Sinkara qui demande si t'as pas peur que petit à petit les apps Shopee se fassent remplacer par les développeurs de thèmes et qui en fait sont en train d'inclure notamment, il prend l'exemple de Shrine, des options directement en fait dans les thèmes et ben aussi maintenant tu as vu, je sais pas si tu as vu par exemple Section Store qui va vendre directement des sections, tu les achètes une fois et tu peux les intégrer. Quel est ton avis là-dessus? Ouais, alors ça, c'est toujours, l'avis d'un, tu vois, généraliste, versus, spécialiste. C'est, le généraliste, il va pouvoir, te donner, OK, des indications par rapport à tes symptômes. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer un spécialiste. C'est-à-dire que, OK, les thèmes vont pouvoir ajouter différents types d'apps et cetera, mais c'est pas possible ou alors il faudrait une armée de personnes, pour avoir des sur chaque section, en tout cas sur chaque élément, une qualité aussi forte qu'une application qui est focus que sur ça, en fait. C'est-à-dire que du coup, par exemple, tu mentionnes, Shrine, ça peut être très bien. Maintenant, c'est sûr que ça va pas proposer tout ce que White Bundle a et tout ce que du coup les clients veulent en installant White Bundle. Donc, j'ai pas peur de la même manière que j'ai pas peur que Shopify sorte une application comme la mienne, parce qu'à partir du moment où tu vois loin et tu te dis: «Bah, moi, je veux créer un produit, conséquent, je veux pas juste me dire: "Bah, j'ai la version basique de ce que je peux créer et je laisse comme ça"», bah, en fait, normalement, il y a pas de problème. Et Ouais. puis si tu pars du principe que, il y a de plus en plus de boutiques Shopify qui se lancent, ce qui est le cas, hein, des millions de boutiques, Mmh. et chaque année ça augmente, ça augmente, ça augmente, bah, en fait, quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas continuer à grossir. C'est pas comme si le marché était fini, qu'ils allaient prendre toutes tes parts de marché et que c'était terminé. OK. Mais tu sais quoi? Ça donne envie ton truc d'application. C'est compliqué de lancer son application. Je vois que tu en parles aussi un peu, sur ton profil Twitter là. Est-ce que toi tu accompagnes des gars qui veulent se lancer et faire des applications Shopify? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut vraiment avoir, un bon MVP? Alors, déjà non, moi j'accompagne personne, j'ai aucun produit, je vends rien du tout actuellement. J'ai créé le contenu, j'ai commencé à créer en décembre 2021, je crois, juste à la base pour me faire kiffer. Aujourd'hui, en fait, ce qui ça m'apporte, c'est, les gens qui me connaissent, par exemple, quand j'ai envie de faire des partenariats avec d'autres apps Shopify, j'ai plus besoin de me présenter. Les relations très, très bonnes que j'ai avec Shopify, typiquement le CEO de Shopify me suit, le directeur de Shopify me suit, j'ai une ligne directe, donc je peux envoyer un DM et ils me répondent. Putain les Donc, gars, si voilà, il y vous a avez des problèmes, bombardez Matt, il va il va vous il va vous sponsor. ouais, tu vois, là, en mai prochain, j'organise, le Wide Event, que j'organise chaque année, qui est un événement e-commerce anglophone à Paris, OK. de tout l'écosystème, donc pas que les e-commerçants, mais tout l'écosystème. Bah, j'ai envoyé un C'est quand message au ça? directeur ch c'est le 12 mai, 2025 là.
Et n'importe qui peut Hem, venir, comment ça se passe? ouais, n'importe qui, il faut juste comprendre l'anglais et sur mon compte, bah, là, cette semaine, normalement, je lance les tickets cette semaine et sur OK. mon compte Twitter, de toute façon, il y a les tickets, il y aura 200 personnes, 200 tickets et l'année dernière, on était 150, là, on passe à 200 et ouais, c'est juste, tout l'écosystème Shopify donc il y a des gros guests, là, qui vont venir parler, c'est cool et du coup, ce que je disais j'ai perdu le fil. Ouais, ouais, Vis-à-vis de ouais, du coup, ouais, j'ai cet événement-là et donc j'ai envoyé un DM, au directeur de Shopify en me disant: «Bah, écoute, est-ce que tu es à Paris, à cette date-là?» Parce que du coup, j'ai le White Event et dans la journée, il m'a répondu en me disant, «Je serai sûrement pas, près de la France à ce moment-là», tu vois? OK, Et ça, d'accord. c'est des avantages avec la création de contenu que j'ai et du coup, bah, pour l'instant, je vois rien. Peut-être ça va changer, mais en tout cas, pour l'instant, je vois rien du tout. J'ai pas d'accompagnement. Ça me fait juste, voilà, kiffer de partager. J'ai les opportunités comme ça et ça me prend pas de temps, quoi. Parce que l'accompagnement, bon, Ouais, non, mais bon, même c'est je ça disais d'un accompagnement, tu sais, même pas forcément hyper suivi, mais tu sais, un truc qui se fait souvent, c'est des gars, ils proposent des calls, tu payes, je sais pas combien l'heure, et puis le gars t'appelle avec toutes ces problématiques, et toi, vu que tu as juste l'expérience, en fait, tu peux répondre à toutes ces problématiques dans l'appel, et voilà, tu vois. ouais, justement, Ou je le parlais, de ce consulting, ou des trucs comme ça. ouais, je parlais de ce type justement de trucs. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'utilise pas mon temps. Dans le sens où, c'est pas j'utilise mon temps et je reçois un paiement pour ça. Du coup, moi, ça scale, c'est-à-dire que je vais passer 1 heure à créer quelque chose, c'est un asset et ça va me générer plus tard, plus d'argent. Donc en fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me dirais, «Ah tiens, je vais passer, 30 minutes, 1 heure avec, quelqu'un pour lui parler de quelque chose». Ça va prendre 1 heure de mon temps où je vais être focus que sur ça pour un montant. Peu importe le montant, mais au final, pour moi, c'est moins rentable de me dire, je vais rester, en face du gars. Ce que je fais parfois, c'est les mecs m'envoient des DM avec des questions bien précises et j'y réponds, genre je m'en fous, tu vois? Parce que je peux y répondre quand je suis en train de marcher dans la rue ou des choses comme ça, mais je vais pas prendre, 1 heure de mon temps, parce que j'en ai pas besoin, en fait. Si jamais je commence à être en déche de thunes, à la limite, je pourrais faire ça. Donc si jamais vous me voyez faire ça, dites-vous, Ouais. «Ah putain, il a besoin de thunes» Ok, ok, non, mais c'est une et vision assez intéressante. ouais, ouais, bah, après, il faut savoir ce que tu veux. Encore une fois, hein, si jamais, ça te fait kiffer moi, ça me fait kiffer, mais j'ai pas assez pour prendre le temps de le faire. Si Ouais. ça te fait kiffer, ouais, autant le faire et tu prends en même temps un billet, c'est tout bénef. Et sinon, oui, la difficulté de créer une app, en fait, c'est ça le problème. C'est que OK, il y a beaucoup de bons côtés, mais du coup, les mauvais côtés, on va dire, c'est, la difficulté à se lancer. Pour se lancer, il y a de grosses barrières à l'entrée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait d'autres business, qui ont essayé de se lancer sur des apps et cetera et pour qui ça a pas fonctionné, parce que les besoins sont différents et tu peux pas faire, tout ce que tu faisais avec les autres business. Premièrement, l'un des points les plus importants quand tu lances un SaaS, c'est vraiment le besoin que tu cibles. C'est-à-dire, tu as envie de créer une app, OK, mais pourquoi est-ce que tu as envie de la créer? Est-ce que c'est juste parce que tu as une idée ou est-ce que c'est parce que tu as vraiment, noté un besoin particulier? Et ça, c'est la plus grosse erreur. Premièrement, c'est que les mecs, avant même d'avoir commencé une app, ils ont déjà perdu, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit: «Ah putain, une app comme ça, ce serait pas mal et tout» et ils ont pas demandé aux gens. Donc ça, c'est le premier point. Putain, c'est comme C'est mon que la e-com. barrière à l'entrée, c'est pas, tu testes pas des produits, tous les jours en lançant des ads dessus et tu vois le produit gagnant qui prend quoi, ça marche pas comme ça. Tu peux, mais créer une app, ça prend du temps quoi Ouais. et heu et donc ça, c'est le premier point et ensuite il y a beaucoup de dimensions où en fait, il y a beaucoup de trucs sur un SaaS qu'il faut regarder, que ce soit une partie analytics, que ce soit une partie développement produit. Il faut pas trop développer le produit parce que sinon tu perds le client. Il faut pas le faire assez, enfin il faut pas faire, trop peu. En fait, il y a pas mal de dimensions comme ça où il faut un peu donner, de sa personne sur chaque point et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Typiquement, une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, je ne conseillerais jamais de lancer une app. À la limite, si jamais tu veux lancer une app, OK, mais tu commences d'abord, par exemple, par être développeur où tu vas du coup, récupérer les besoins des gens. Tu commences un peu à voir, ce qui se fait sur le marché. Mais pas c'est pas dès le début que tu vas lancer une app, sinon c'est échec garanti. Déjà, je le sais quand c'est le premier business d'une personne parce qu'elle vient me voir, elle me dit, «Tiens, j'ai une idée de monter un SaaS» et ça commence par, «Je veux créer une plateforme qui» et à partir de là, je sais que c'est la première re c'est il y a un problème. Parce Pourquoi? que généralement quand on a envie de se lancer, une personne qui veut se lancer dans le SaaS, créer des produits comme ça en ligne et cetera, la plupart, c'est quasi la majorité, hein, à chaque fois qu'on vient me contacter, c'est, ils ont envie de créer une plateforme qui met en relation des personnes. Et Ok. ça, je pense qu'on l'a tous eu. On a tous eu en mode, «Ah putain, ce serait cool une plateforme qui met en relation machin, avec telle autre personne» et cetera. Généralement, c'est ce qu'on voit. Des personnes en tout cas qui
qui connaissent pas le business ou qui ont fait que des petites choses et qui veulent monter dans le SaaS me disent ça. Et en fait, je le sais parce que, premièrement, quand on pense SaaS, généralement, on va penser aux SaaS les plus connus. Que ce soit des Facebook, que ce soit des Twitter, des YouTube, tout ça, au final, c'est des SaaS. Tu as un produit, en ligne, tu vends quelque chose, un abonnement ou en tout cas autre chose, mais c'est du SaaS, quoi. Et heu et du coup, tu vois les meilleurs succès et tu te dis: «Bah, moi aussi, je veux la même chose» et tu vois pas les plus petits, les outils un peu plus petits qui génèrent quand même énormément d'argent, mais tu sais pas, les gens l'utilisent pas forcément au quotidien et cetera, donc c'est moins intéressant, premièrement. Deuxième point, c'est pourquoi pas une plateforme déjà? C'est parce que, quand tu crées une plateforme, en fait, tu as 2 côtés du business. Tu as toujours, tu mets quelqu'un en relation avec une autre personne et du coup, bah, ces 2 personnes-là, c'est 2 targets différentes. On va prendre, je sais pas moi, tu mets en relation, des plombiers avec, des particuliers qui ont besoin d'un plombier. Bon, bah, d'un côté, tu as les plombiers, de l'autre côté, tu as les particuliers qui cherchent des plombiers. Et ça, en fait, tu as 2 cibles différentes et donc à partir du moment où tu as 2 cibles différentes, c'est comme si tu avais 2 business différents. Mmh. Donc 2 business différents, c'est, 2 fois plus de difficultés. C'est-à-dire que d'un côté, tu dois t'adresser, faire du marketing pour les plombiers, de l'autre, les particuliers et cetera. C'est compliqué. Ensuite, en plus de ça, tu as une problématique que tu as pas forcément sur des outils, sur des SaaS plus tranquilles, c'est, le pool, tu sais la question de la poule ou de l'œuf. Autrement dit, si tu as pas assez de plombiers, bah, les, heu, les personnes, les particuliers ne vont pas venir et inversement, si jamais tu as, pas de plombiers et que, tu as des particuliers, bah, les particuliers vont pas venir, les plombiers vont pas venir si jamais il y a pas l'autre partie, en fait. Ouais. Tu vois? C'est vraiment, il y a 2 endroits. Donc c'est très compliqué. Hem, c'est simple, si jamais vous avez une idée en tête, demandez-vous: «Est-ce que mon idée pourrait fonctionner si jamais il y avait qu'un seul utilisateur?» Si jamais la réponse est «oui», alors vous pouvez y aller. Si jamais la réponse est «non», alors je vous conseille, de pas trop le faire. Attends, comment ça? S'il y a qu'un En gros, utilisateur, on est broke. Je ce comprends. que je veux dire par là, c'est est-ce que ton SaaS peut fonctionner? Je parle pas d'argent, je parle est-ce qu'il peut fonctionner, Ah OK, pardon, OK, j'ai compris. Ouais, tu vois? ouais, j'ai compris, OK. Donc, un Facebook avec une seule personne, c'est inutile. Un Shopify, une seule personne, oui, c'est possible, Mmh, OK. tu vois? C'est ça et généralement, si c'est le premier business SaaS justement, bah, il vaut mieux pas penser à une plateforme. Sauf si OK. jamais, tu as vraiment un avantage compétitif, de malade, je sais pas moi, tu es suivi par 100 000 personnes vraiment dans une thématique bien précise et du coup, tu sais que ça va fonctionner. Là, tu peux y aller. Mais du coup, oui, donc ça pour dire que dans le SaaS, il y a énormément de barrières à l'entrée. C'est plus compliqué qu'un business classique, logique, hein. Généralement, plus il y a de bénéfices à la fin et plus c'est difficile de lancer. OK. Il y avait, Hector qui demandait combien tu avais d'employés et combien d'utilisateurs? On est 7 et on a des milliers d'utilisateurs actuellement, 3 000 utilisateurs, je crois, je veux pas dire de bêtises, et on a, 7 on est 7. Donc on a, 2 développeurs, on a 2 personnes au support client, une personne au marketing et une personne au support technique, donc qui fait la relation entre support et dev. Et ça te prend combien de temps de ta journée de bosser, là-dessus? Est-ce que en vrai, tu as la majeure partie de ta journée qui est libre ou tu encore, tu des idées de fou et tu charbonnes? Alors, je pense qu'il faut séparer le fait de se dire, est-ce que j'ai du temps libre ou est-ce que je suis pris par le business? C'est que si je le veux, du temps libre, j'en ai, parce que du coup, toute l'app est gérée au quotidien par les employés que j'ai et cetera. Donc je pourrais ne rien faire, ou juste envoyer deux trois messages et cetera. Par contre, est-ce que j'ai du temps libre? Non, parce que en fait, je bosse, dès que je me lève, petit déj, je vais bosser jusqu'à ce que j'aille dormir. Parce qu'en fait, il y a tout le temps plein de choses à faire. Mmh. Je veux dire, je vais aller, contacter, des mecs sur LinkedIn, tu vois? Aujourd'hui, par exemple, j'ai contacté une personne pour une grosse app Shopify, pour être en relation. Du coup, il y a ça, tu vois? Il y a cette discussion à gérer. En parallèle, demain, tu vois, j'ai prévu, là, je pars à Londres demain parce que je vais voir, Judge Me, l'application Judge Me, je vais voir le CEO dans les locaux et je vais discuter et cetera et trucs business encore une fois donc tu vois, c'est un travail différent, en fait, on va dire. C'est-à-dire, je suis Ouais. pas dans l'opérationnel direct, mais par contre, il y a plein, 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 plein de choses à faire, que tu dois faire si tu veux continuer à ce que ton business grossisse, quoi. Mais ce qui est fou avec, ta situation, c'est que tu es vraiment en contact avec trop, trop, trop de gars. Tu dois avoir un networking de malade, toi. C'est un truc de Ouais, ouf. ouais, ouais. En fait, le seul cheat code, hein, vraiment, vous devez tous le faire, c'est la création de contenu. En fait, il y a c'est ça m'a tout attiré, vraiment. OK. Je savais que la création de contenu, OK, tu avais des avantages et cetera, les gens te reconnaissent et tout, mais je pensais pas que, c'était à ce point. C'est-à-dire que en fait, tout est plus simple. C'est simple, c'est que quand vous êtes avec,
n'importe quelle opportunité business, n'importe quelle chose et cetera, c'est basé sur la confiance. C'est-à-dire que si jamais, un partenaire, quelqu'un, un potentiel partenaire ne veut pas travailler avec vous, généralement, c'est vis-à-vis de la confiance. C'est-à-dire qu'il a pas confiance en vous, il a pas confiance en votre produit, il a pas confiance en plein de choses et cetera. Pareil pour, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu partages du contenu, les gens te connaissent, ou en tout cas ont l'impression de te connaître et donc te font beaucoup plus facilement confiance et donc à partir de là, en fait, tu vois, ils te considèrent vraiment comme un cercle proche. Mmh. Donc en fait, oui, moi aujourd'hui, je peux aller voir, un mec sur LinkedIn, une app Shopify, qui m'intéresse. Je lui dis: «Écoute, je suis Matt, j'ai créé l'app, White Bundle, est-ce que ça t'intéresse de faire un partenariat?» Et généralement, le mec va me dire: «Ah bah, je te suis sur I Twitter make ou sur LinkedIn, $57,000 per ou je suis dans month. ton groupe Facebook», parce que j'ai pas mal de trucs comme ça. Et en fait, c'est juste un cheat code, juste parce que je crée du contenu, en fait. Mmh. Donc c'est pareil, je sais pas, moi je poste un truc sur Twitter, ça m'est déjà arrivé de poster un truc, négatif à propos de Shopify sur Twitter. C'est rare, hein, mais des fois ça m'arrive en disant: «Bah ce truc c'est pourri, voilà pourquoi, machin». Et bah, généralement dans la journée, je reçois un email d'une personne qui travaille à Shopify sur ce truc-là et qui va me dire: «Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce qu'on peut avoir un appel?» et cetera. Tu vois? OK. Et pour le coup, par exemple, j'ai un NDA avec Shopify. C'est pas de la merde ce que je dis, hein, c'est réel, hein. Ouais. J'ai un NDA avec Shopify, pour que tout ce qu'ils me disent, en fait, je divulgue pas. Parce qu'en fait, j'ai plein, plein, plein d'infos de choses qui vont I venir, make de machins et cetera, Merde. Ouais. heu, parce qu'ils partagent avec moi pour avoir mon retour, parce que du coup, justement, je suis connecté avec beaucoup de personnes. Et en fait, c'est ça avec tout, quoi. Putain, ouais, ça c'est dingue. Justement, une de mes questions, ça allait être, OK, est-ce que tu sais ce que, Shopify est-ce que tu es au courant, des ambitions de Shopify, des je sais pas moi, tu vois, des mises à jour qu'ils comptent faire, heu, ce genre de choses-là, mais du coup, là, Alors, tu peux pas trop en parler, ouais. j'imagine? Alors pas tout, bien évidemment, parce que c'est une énorme société et cetera, mais il y a, on va Mmh. dire, pas mal de secteurs, de trucs où, ouais, je sais ce qu'ils sont en train de préparer, dans quelle direction ils vont et ce genre de choses. Est-ce que tu as des trucs qui pourraient être intéressants pour nous ce soir que Non, tu pourrais nous je partager? dirais rien du tout, je suis désolé. Ah OK, d'accord, OK, OK, j'ai cru que Je c'était suis des trucs que tu désolé. pourrais nous, OK, Ah d'accord. non, non, je peux pas. OK, ça J'ai pas marche. envie Shopify qui te colle un procès, franchement, j'ai pas envie d'aller Ouais, non, sur ce non et terrain, puis non, quoi. non, 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 on n'est pas là pour niquer ta carrière, loin de là. Heu, Moi maintenant en tant que e-commerçant, je suis intéressé étant donné que tu dois rencontrer beaucoup de gars qui font des apps. Est-ce qu'il y a des apps qui sont vraiment super et que tu aimerais nous recommander là, par exemple, et que tu nous conseillerais d'utiliser, soit de par leur impact sur les performances, des shops ou parce que vraiment les Hem, fonctionnalités, elles sont super intéressantes? alors je t'avoue que c'est pas forcément un truc dont on va discuter, genre on va pas forcément discuter, d'un point de vue, en fait, voilà, on va parler d'un point de vue business avec les apps, avec les autres apps, du style, «Ah, qu'est-ce que tu as fait pour monter?» et cetera, plus que, tes fonctionnalités à toi, tu vois? Ouais, Au final, on s'en fiche. Donc alors, certaines apps, généralement, les apps qui sont très bien, elles sont déjà très bien notées sur l'App Store de Shopify, donc on le sait, en fait. On le OK. voit, elles ont 4,9 étoiles sur 5 et cetera, elles sont vraiment bien. Donc les plus connues, généralement, il y a aucun problème, quoi. Il y a pas, je veux dire, si jamais ton but, c'est de trouver une pépite ou un truc, je pense pas qu'il y en aurait. D'accord, OK. Généralement, les pépites, elles montent très, très vite. OK, ouais, ouais, on serait déjà au courant, quoi. Voilà, exactement. Et tout à l'heure, tu nous as parlé du wide event. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien vraiment ces opportunités-là on l'a vu avec le Hate Lab quand ils ont fait un événement, de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là. C'est hyper, hyper fort et ça permet notamment de renforcer aussi, je trouve, notre implication qu'on a dans nos business parce que, bon, la plupart des choses se font derrière un écran et de pouvoir mettre des visages et serrer des mains, je trouve que c'est hyper important. De quoi tu parles dans un événement comme ça? Quel est l'intérêt pour quelqu'un, un e-commerçant de venir? Vas-y, parle-moi un peu de cet événement et pourquoi tu as voulu le faire aussi? Ouais, alors le premier événement, il remonte à 2019 peut-être, Wide Event. C'était un événement français à la base, pur e-commerce. Hem, donc ça, c'est le 1re édition que j'ai faite, donc ça c'était simple, hein, je voulais juste attirer des clients pour mes apps. C'était pas White Bundle. Ah, ça devait être 2020 alors le premier. Bon, je sais plus, je crois que j'avais White Bundle, je sais plus. J'en ai créé un deuxième ensuite, encore, avec plus de gens, pareil, puisque je voulais récupérer, des clients et ça me permettait en plus d'avoir de la preuve sociale et cetera, c'était intéressant. Ensuite, je crois que j'en ai créé un troisième en français, je ne veux pas dire de bêtises non plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je commence la création de contenu, et ça commence à grossir et en fait, je me dis: «Bah, c'est bête parce que, OK, les e-commerçants, c'est intéressant,
mais moi j'ai cette nouvelle base de followers et cetera qui sont anglais, qui créent des apps Shopify et cetera. Il faudrait que je fasse quelque chose aussi avec eux et donc là, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, changer l'événement et faire un événement en anglais?» Pas seulement pour les commerçants, mais également pour les créateurs d'apps Shopify et du coup, pourquoi pas pour tout l'écosystème Shopify. Donc on a créé la première édition, il y a donc pas 2000, je crois que c'était 2023. 2023 la première édition, avec 100 personnes, donc pareil avec, tout l'écosystème Shopify. Donc il y avait, comme je disais, des e-commerçants, des agences Shopify, françaises, des développeurs, des créateurs d'app et cetera. Bref, tout ce que tu peux avoir en Shopify, partenaire. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que tu peux faire venir, différents types de speakers. Donc typiquement, nous on a 4 speakers, à chaque fois et on va avoir en fait des speakers dans différentes niches. Donc tu vas avoir des créateurs d'app Shopify, tu vas avoir, par exemple une agence, tu vas avoir, par exemple, voilà, e-commerçant. On a toujours au moins un e-commerçant d'une marque, d'une grosse marque en fait. Généralement, on essaye d'avoir, française. Par exemple, l'année dernière, on a, les fondateurs de Pandati. Je ne sais pas si vous connaissez Pandati, mais les fondateurs de Pandati qui sont venus partager absolument tout sur leur business. Ça a duré super longtemps d'ailleurs, où ils partageaient en fait toute leur stratégie, comment est-ce qu'ils avaient monté Pandati et cetera. Donc OK. première question, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les e-commerçants? C'est justement parce que ça permet de rencontrer des gens qui ont monté des marques, qui sont souvent connus et cetera et qui vont, t'expliquer leur stratégie, comment est-ce qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont eues, qu'est-ce qu'il faut pas faire et cetera. Ensuite, ça permet également d'échanger avec, tout type de business, du coup, des gens qui ont des agences, des gens qui que ce soit des agences email, que ce soit de l'accompagnement et cetera. Là, il y a des agences Shopify françaises, par exemple, qui vont venir, mais du coup, qui travaillent avec des grosses marques, en fait. Donc, c'est pas le petit freelance, qui travaille pour des petites boutiques et cetera. C'est, tu sais, les agences Shopify françaises connues aujourd'hui et cetera qui vont venir, qui viennent et du coup, ça permet aussi de créer du réseau tout simplement pour n'importe quel entrepreneur, surtout dans un milieu Shopify où tu as tout le monde, ça t'ouvre énormément de portes et après, bah, ça permet peut-être également de discuter avec des personnes, je sais pas moi, des agences pour des partenariats, des créateurs d'app, peut-être que tu vas pouvoir, faire un truc et avoir, je sais pas, des réductions et cetera. Bref, en fait, tout ce que tu peux imaginer quand tu mets, dans la même salle, le milieu Shopify en fait et tous les gens qui sont dans ce milieu-là, quoi. OK, c'est fort, OK. Hyper intéressant et c'est qui la marque, française là cette année par hasard? Cette Tu année, sais? j'ai pas annoncé encore les speakers. OK, bah les gars, allez le follow pour suivre tout J'annoncerai ça. en fait, j'annoncerai progressivement. Donc il y a les, comment dire? Les tickets vont être lancés et ensuite progressivement, au fur et à mesure du temps, il y aura, les, speakers qui seront annoncés. OK, OK, trop lourd. Moi, je vais regarder de ça de près. Je vais regarder ça de près. Je sais pas si je vais pouvoir venir, mais j'ai très envie de venir. Ça a l'air hyper intéressant. OK, d'accord. Franchement, hyper lourd. Attends, je regarde ce que j'avais noté là. Oui, donc du coup, ouais, OK, d'accord, c'est un truc de fou. Toi, tu proposes que 2 abonnements là actuellement, j'ai vu, je crois que c'est 18 $ et t'as pas 36. et toi, t'as pas fait le truc où justement tu vas caper par palier de revenus générés par tes clients? Et ça va venir justement. Ça vient là en 2025. Ah OK et pourquoi tu décides de changer? Parce qu'on avait d'autres chantiers en place, qu'on voulait gérer avant de gérer un chantier, changement de prix. Parce qu'encore une fois, quand on fait des gros changements sur l'app, on back tout par de la data et cetera et donc le but, c'est pas juste changer le prix pour changer le prix, c'est on avait fait des premiers tests il y a quelques mois sur les nouveaux prix, sur un pool d'utilisateurs qu'on doit suivre sur pas mal de mois pour être sûr que, tu vois, on va avoir une meilleure rentabilité avec eux, même si on a moins d'installations et cetera. Donc en fait, c'est un truc, Ouais, qui prend du temps. En tout cas, tu tu dois vois, faire voilà, ton tu es moins AB flexible. test. Ouais, ouais. Ouais, en quelque sorte et puis après il y a d'autres points comme ça, puis on avait d'autres métriques qu'on voulait améliorer avant. En fait, plus tu es gros, plus moins tu es flexible déjà et plus, un petit changement peut avoir un gros impact. Donc on préfère backer par de la data, du temps et cetera pour être sûr qu'on fasse le bon move. OK et j'ai vu que tu organises souvent, ouais, des repas, à Londres. Alors souvent pas du tout, c'est le premier repas que Ah, mais je sais pas, j'ai j'organise, vu, l'autre fois, je regardais quand on a discuté, je regardais, ah ouais, là, il a mis un truc à Londres et puis je crois que je l'ai vu 2 fois et je me suis dit: «Ah ouais, il organise souvent des repas à Londres», tu sais? non, non, c'est le même, c'est vu que je partais à Londres, je me suis dit à la dernière minute: «Bah tiens, il y a sûrement des gens à Londres». Ah oui, c'est Du ça, ouais, coup là OK. je fais jeudi, non mercredi j'organise un midi avec, on sera 10 en gros avec créateurs d'app Shopify, des choses comme ça.
Putain, c'est fou, mec, encore une fois, le networking, les gars. Et tout à l'heure, tu as parlé justement de la création de contenu et que tu dis que c'est le cheat code. Toi, qu'est-ce que tu recommanderais pour les personnes qui font de la création de contenu? Euh, tu recommanderais YouTube, même Twitter ou pas? Parce que moi, je trouve que avec Twitter, il y a quelque chose qui est assez difficile. Bon, tu me diras, c'est même avec YouTube, c'est la barrière de la langue. Toi, par exemple, tes posts, ils sont en anglais, pas en français. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais justement à des francophones? Ouais. Alors, premier point, c'est de savoir à qui est-ce que tu veux t'adresser, quelle est la cible à qui tu veux parler, qui est-ce que tu as envie d'avoir, dans ton réseau. Moi, par exemple, je voulais pas parler idéalement, j'aurais voulu parler du e-commerce. Pourquoi? Parce que, bah, ça m'aurait attiré des clients et cetera, ça aurait été intéressant. Le problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, je suis pas moi-même e-commerçant, même si j'ai de la data. En fait, je me sentais pas forcément à l'aise à partager, des choses e-commerce alors que j'ai pas de boutique, j'aurais manqué de contenu et cetera. À l'inverse, j'avais créé une app Shopify, heu, je connaissais tout dessus, je savais de quoi parler, j'avais plein de sujets et cetera, donc je me suis dit: «OK, bah, je vais parler aux créateurs d'app Shopify». Quitte à partager du contenu, autant que ce soit sur un truc que je kiffe et il faut quoi qu'il arrive que je partage du contenu. Parce que pendant, super longtemps, on m'avait dit justement: «Il faut que tu crées du contenu, il faut que tu crées du contenu» et donc je suis parti sur ça. Mon compte, Twitter, donc je suis parti sur Twitter à la base parce que j'ai testé plusieurs trucs. J'avais testé Instagram, j'avais testé LinkedIn, et cetera et en fait, bah, le but, c'est que tu te lances un peu sur chaque plateforme, tu essayes de tester, est-ce que tu kiffes, je sais pas moi, est-ce que, YouTube, la vidéo, tu bien et cetera et en parallèle, tu regardes est-ce que ta cible est présente là-bas? Donc moi, voilà, je voulais discuter avec les créateurs d'app Shopify. Il y avait, enfin, je sais pas, je serais pas allé sur Pinterest. Je sais pas s'il y a un truc communauté là-bas, mais je serais pas allé sur Pinterest, tu vois? Twitter, c'était l'un des meilleurs moyens parce que Shopify technique, app et cetera, est extrêmement présent sur Twitter. Il y avait aussi LinkedIn, un peu moins, mais du coup Twitter, c'était vachement présent. Donc je me suis dit: «Bah, je vais faire un truc sur Twitter». Donc ça, c'est la base, en fait. C'est que si jamais vous allez parler sur un réseau, et qu'il y a enfin, il y a pas votre cible, vous allez juste parler dans le vent et ça va servir à rien du tout, quoi. Ensuite, le deuxième point, voilà, c'est, dans quoi est-ce que vous êtes à l'aise? Si jamais vous êtes à l'aise en vidéo et vous voulez, vous montrer, vous aimez bien le montage et cetera, bah, allez sur YouTube. Si jamais vous voulez juste parler, vous allez faire des longs posts ou des choses comme ça, vous pouvez aller sur LinkedIn. Si jamais vous voulez des petits trucs, à lancer à droite à gauche, des petits textes et cetera, comme c'était le cas pour moi, bah, Twitter, c'est parfait et il y avait ma cible, donc je me suis dit: «Je vais aller dessus». Donc ça, vis-à-vis du canal d'acquisition, c'est ce qu'il y a le mieux à faire et au début, il faut se focus. C'est-à-dire que quand je me suis bien lancé à fond sur Twitter, je faisais pas LinkedIn, je faisais pas YouTube et cetera. C'était en mode, du coup, full Twitter, full Twitter, full Twitter parce que, on peut pas être partout. Il faut déjà, maîtriser le code Twitter et cetera avant de pouvoir partir sur un autre réseau. D'autant plus que ce sera plus simple parce que tu pourras rediriger la cible, enfin les followers que tu as déjà sur une plateforme sur une autre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai commencé avec mon Twitter. Aujourd'hui, j'ai une newsletter, donc newsletter où il y a 2 600 personnes. J'ai un groupe J'ai jamais Facebook. compris l'intérêt des newsletters. C'est puissant en fait, parce que imagine que demain tu perds ta communauté, OK? Tu perds tous tes comptes parce que tu es banni. Qu'est-ce qui te Ok, reste? Il te reste les adresses email. ok. Tu peux pas les perdre et donc en fait, si demain je perds tout, je peux envoyer un email à mes 2 600, abonnés en fait et je peux juste leur dire: «Bah OK, j'ai perdu mon compte, tiens mon nouveau compte». Donc d'un coup, tu vas avoir des centaines de gens et puis après du coup, tu vas pouvoir remonter progressivement parce que les gens te retrouveront, tu vois? Et tu peux toujours, du coup, avoir quelque chose. Ça, c'est le Mais premier dans ta point, newsletter, est-ce que tu envoies des trucs bullshit générés sur ChatGPT ou tu mets des trucs intéressants? Non, non, moi j'envoie une newsletter toutes les 2 semaines. Au début, c'était toutes les semaines et en gros, je raconte juste ma vie dedans. Ok. C'est pas plus. C'est en mode, bah, voilà, là, cette semaine, j'ai travaillé sur ça, voilà pourquoi est-ce que je pense que c'est intéressant, voilà les résultats que j'ai eus, et je vais beaucoup parler de ce que j'ai fait précédemment. Par exemple, là, je crois que dans la dernière newsletter, j'ai présenté ma stratégie, pour travailler avec des influenceurs. Comment est-ce que j'ai fait, et cetera, quoi. Donc en fait, c'est juste raconter sa vie, il y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Sur quoi est-ce que tu es en train de travailler? Sur quoi est-ce que tu as travaillé dans les dernières semaines? Quels sont les résultats que tu as eus? Qu'est-ce que tu as appris? Quels échecs tu as eus et cetera. Tu racontes ta vie, c'est le plus simple parce que personne peut copier ta vie, globalement. Hmm. Et du coup, c'est puissant, voilà, parce que si jamais tu perds tout, tu gardes les emails. Personne peut te retirer les emails, ils sont à toi. Et deuxièmement, c'est parce que si jamais tu veux vraiment fédérer une communauté et cetera et que plus tard derrière, tu as peut-être des ambitions de vendre quelque chose, là je vends rien, mais il y a moyen que plus tard je vende. Donc en fait, il y a 3 ans, j'ai créé,
ou 2 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai créé ma newsletter et j'ai commencé à avoir des gens dessus et en fait, dessus, le taux de conversion est énorme. Du coup, si jamais je veux absolument que des gens voient quelque chose, bah, en fait, je l'envoie dans la newsletter. Quand je vais lancer l'étiquette de l'événement, par exemple, je vais l'envoyer dans ma newsletter et je sais qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont le voir de ma communauté que si je le postais, par exemple, sur Twitter. Bah, c'est vrai Parce ça, que, mec, de ouf. les gens vont le recevoir, en fait. De ouf, et rien que pour ça, j'hésite à lancer un canal Telegram et bon, ben, le principe de la newsletter, je trouve ça intéressant, juste parce qu'en fait, t'es tributaire de l'algorithme. Tu sais pas Ouais, si les exactement. types qui te suivent, ils vont le voir. Tu te dis, bon, normalement, quand même. Mais là, moi, je vois en ce moment, les impressions, les trucs comme ça, c'est hyper variable. Sur des trucs de merde, ça va l'afficher à tout le monde. Par contre, le truc que tu voulais qu'il y ait un maximum de personnes le voient, et bah ouais, là, exact. C'est vrai que Ouais, voilà. je comprends mieux du coup la logique derrière. Et tu utilises quoi pour ta newsletter? J'utilise, Beehiiv, Ok, Beehiiv et vraiment ouais, super, super puissant ouais, j'en avais entendu et parler. Ok, oui, tu vois, 2 600 personnes à la newsletter, j'ai un taux d'ouverture d'un peu plus de 50. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'envoie un email, tu as 1 300 personnes de ma communauté qui sont réellement engagées, puisqu'ils sont suffisamment engagés pour, recevoir mes emails et les ouvrir. Bah, 1 300 personnes qui vont voir mes emails, quoi et je peux dire, ce que je veux dedans. ouais, non, c'est fort, c'est vrai. Et puis il y a quand même beaucoup de d'hommes d'affaires, des trucs comme ça, qui ont des newsletters. Et moi, je croyais vraiment que c'était juste un peu de, pas de l'engagement farming, mais tu vois, c'était une façon d'avoir, de toujours être dans la tête des gens et sans vraiment leur apporter quelque chose d'intéressant. Mais du coup, je comprends mieux la logique et je me dis que on peut quand même être très pertinent là-dessus, quoi. On poste bien de la merde, alors on pourrait bien envoyer des emails un peu plus qualitatifs. Ouais, Euh, totalement, ouais. Surtout que ce que je fais parfois, c'est que je vais regarder ce que j'ai posté sur, Twitter dans les 2 dernières semaines ouais. et je vais voir dans quel sujet est-ce que je peux approfondir et du coup, ça fait mes sujets de newsletter et les newsletters, c'est vraiment un système de palier dans le sens où tu peux techniquement pas aller en dessous. Donc en gros, tu sais, tu sécurises un peu ta place, ça monte, ça descend pas et du coup, bah, tes autres réseaux, ils peuvent descendre, tu peux le perdre, tu peux machin, mais la newsletter, voilà, ça te met un palier que tu peux pas descendre. Ouais. Après, tu avais une autre question vis-à-vis de anglais, français et cetera. Ah oui, exact. Heu, alors moi, j'ai commencé Twitter en français. J'ai commencé Twitter en français et je parlais du coup aux e-commerçants quand je voulais tester et cetera. Puis après, j'ai fait le constat que je voulais pas parler d'e-commerce, c'était le premier point. Donc j'ai commencé à parler, création d'app Shopify et ensuite, 2e point, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait personne sur le marché français, pour les apps Shopify. Il y avait personne. Alors que sur le marché anglophone, il y avait beaucoup plus. Du coup, j'ai décidé de poster en anglais, en m'y mettant sérieusement, hein. C'est-à-dire que, le premier mois où je m'y suis mis sérieusement en anglais, je postais 3 fois par jour et je mettais un thread par jour. Ah ouais. Après ça s'est atténué, mais j'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire vu que je venais de commencer, en fait. Donc j'ai repris toute, ma vie, tout ce que j'avais pu faire et cetera et ensuite je suis monté très vite parce que du coup décembre 2021, je crois que je suis à 400 abonnés, quelque chose comme ça. Je passe à 1000 et ensuite tous les mois j'ai augmenté de 1000 et puis à un moment, bah, j'ai arrêté de poster, énormément, du contenu ultra quali et cetera donc j'ai commencé à un peu plus à stagner. Et c'est ce que j'ai fait et j'étais pas forcément ultra bon en anglais, hein. Quand j'ai commencé à poster, j'avais un niveau correct, mais ensuite, pour l'anglais, moi, je me suis juste, un peu bougé le cul. J'ai eu des appels avec des anglais où j'avais pas le choix, en fait et ça s'est démerdé, progressivement, quoi. Ouais, très intéressant. Et au niveau des impressions, tout ça, tu voyais des différences, toi, par exemple? Genre, l'algo Twitter, il suit ce genre de choses ou ça le perturbe un peu? Bah, du coup, quand je postais en français, j'avais genre, 400 personnes, max, tu vois? Ok. Et donc j'avais pas beaucoup de personnes qui regardaient, donc je peux pas te dire, quand j'ai fait le switch, bah, j'ai grossi vite, donc forcément j'avais plus d'impression en anglais, mais juste parce que j'ai commencé aussi à avoir plus d'abonnés. Ouais. Donc je pourrais pas te dire, ce que ça fait. Forcément, si jamais tu as déjà pas mal d'abonnés, tu as déjà pas mal de trucs et que tu fais le switch, c'est pas forcément l'algo qui va, te pénaliser, je pense. C'est surtout que les gens qui te suivent, du coup, bah, ils parlent pas forcément anglais ou quoi, et ils vont pas forcément liker ton contenu. Donc Twitter, par exemple, montre ton contenu à ces mecs-là, ils likent pas alors que de base ils likaient. Il va partir du principe que ton contenu c'est de la merde et du coup il va pas le partager plus, quoi. Ok.
OK, OK. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai vu pas mal de gars switcher. Il y a BX aussi, il a fait un compte US, un compte, francophone, et c'est vrai que plus je monte aussi dans l'e-com et plus je me rends compte que, bah, le vrai biz, il se passe dans les autres pays, quoi. Enfin, je veux dire, tu es obligé de parler en anglais, là, tu parles avec des types des Pays-Bas, tu parles avec des types, des États-Unis, enfin de partout. Et en France, c'est encore et toujours sacrément limité. Je sais pas si c'est la mentalité, je sais pas si c'est la barrière de la langue, mais voilà, même à mon niveau, je me dis que voilà, faire du contenu en anglais, ça peut être plus impactant. C'est peut-être aussi toi ça qui a fait que tu as rencontré un peu plus de succès sur les réseaux. Il y a Hector, il demandait quel est l'impact de White Bundle sur l'AOV, le taux de conversion et quel type d'offres sont les plus performantes. Si tu peux nous donner quelques insights là-dessus. Ouais, alors, j'ai pas les dernières stats pour l'AOV. Je crois qu'on était à quelque chose de 24%, quelque chose comme ça d'augmentation. Ok, Ouais, c'était un truc comme ça. Donc, du jour au lendemain, ça peut être vachement intéressant d'avoir ça. Concernant les offres, ce qu'on voit qui revient à chaque fois, généralement pour, tout type de produit, ça va être 3 offres. On peut voir 2, on peut voir 4, mais là-bas, c'est 3 offres. Là, je vous parle uniquement des stats des meilleures boutiques, de White Bundle, hein. On va ouais, pas regarder les boutiques, qui viennent de se lancer ou quoi. ouais. Donc c'est ce qu'on voit, 3 offres, tout simplement parce qu'on veut que le client, en fait, il choisisse l'offre du milieu. J'imagine Hmm, que c'est ça, qu'il fasse, tu vois, il se dit: «Ah bah, j'ai pas envie d'avoir les extrêmes, OK, je vais couper la poire en 2, on va prendre, l'offre du milieu». Donc on a 3 offres. Le nom des offres, généralement, ils sont très simples, du style, 1, nom du produit, du style, je sais pas moi, un t-shirt, 2 t-shirts, 3 t-shirts. On va ensuite avoir, un prix pareil, ça va être, des trucs plutôt classiques du style, 10 de réduction, 15 20 pour avoir, une augmentation comme ça. Ensuite, d'un point de vue du design, par exemple, on a, généralement un design en horizontal. Je sais qu'on peut avoir un vertical et tout, mais on a un design en horizontal pour les meilleures boutiques. Type d'offre, du coup, parfois on va avoir plusieurs produits. Donc, sur la troisième offre notamment, on va ajouter, un produit supplémentaire, 2 produits, enfin différents, je veux dire. Quand ça fait sens, on peut avoir 2 offres uniquement, quand par exemple, ton produit ne fait pas sens de l'avoir en 3 fois. ouais. Il y a certains produits où ça sert à rien de l'avoir en 3 fois et du coup, ça sert à rien de rajouter un truc supplémentaire si tu sais que la personne n'hésitera absolument pas sur la troisième parce que ça sert à rien. À l'inverse, quand tu as des produits qui au final sont un peu plus, hem, où tu peux les avoir en plusieurs fois, là tu peux même, changer, tu peux faire ce qu'on voit c'est offre 1 c'est un produit, offre 2 c'est 2 produits, offre 3 c'est 4 produits directement. Ou alors des fois ça monte beaucoup plus rapidement, donc je vois par exemple 4 offres, des fois je vois 1, 2, 4, 6. Hmm, Donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup, mais à chaque fois, au final, ça reste, des offres, vachement simples, que ce soit le titre des offres, que ce soit le nombre d'offres, que ce soit ce que tu proposes dedans et cetera. Et donc, on n'a pas des offres, non plus, ultra complexes et cetera, qui sont proposées. Je sais pas s'il y avait une autre question par rapport au type d'offre. L'AOV, du coup, j'avais dit, c'était 24. Il faudra ouais. que je remonte pour trouver, est-ce que je l'ai là? Heu, Ah oui, que je taux de conversion remonte. aussi. Est-ce que tu as une... Oui, il avait demandé le taux de Alors conversion. j'ai pas la stat sur le taux de conversion, je suis désolé. J'ai pas la stat, même si de base on avait tout fait pour que, le taux de conversion Et moi, il y a soit un autre truc augmenté. qui m'intéresse, c'est est-ce Ouais, que tu as la stat sur le pourcentage de personnes qui vont prendre l'offre du milieu comparé aux extrêmes, justement? j'ai pas cette stat. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je la prenne. J'ai pas cette stat, je t'avoue. Ok, pas de souci. Ok, parce que Mais je je me trouve le ça. note. Je me le note, mais effectivement, c'est intéressant. Parce que Tu moi, vois, je peux donner typiquement feedback. un petit tips là-dessus, justement, sur le bundle. Moi, j'avais que deux offres, Ouais, justement, parce que bah, tout simplement, j'avais fait vraiment. Moi, mon objectif, c'était que l'AOV soit au plus proche de la deuxième offre. Bah, j'avais 70%, 70% de mes clients qui prenaient ma deuxième offre plutôt que la première. Donc moi, je jouais ouais. vraiment là-dessus. C'était que elle était tellement irrésistible que je voulais vraiment qu'ils prennent cette offre. Et puis les clients qui se sentaient pas trop et qui voulaient essayer d'abord prenaient, tu vois, la première offre. Et en fait, j'ai vu des clients qui, par eux-mêmes, ont genre pris deux, trois fois ce que je proposais dans la deuxième offre. Et je me suis dit, ok, en fait, il y a clairement la place pour une offre high ticket, donc bien au-dessus des 100 euros. Et en fait, voilà, c'est juste en observant les clients qui eux-mêmes ont pris beaucoup plus que ce que je pensais qu'ils seraient intéressés de prendre que j'ai déployé cette troisième offre. Mmh. J'ai vu que le taux de conv,
Il a pas baissé, mais je sais pas, j'ai vu que ça a fluctué un peu. D'ailleurs, je sais pas si avec Meta, avec Facebook, il y a pas un truc où il reconnaît finalement les offres disponibles sur ton site et quand tu passes sur des offres avec du plus high ticket, il va te chercher des personnes plus susceptibles de dépenser plus. Mais enfin, finalement, ce que j'ai remarqué, c'était que mon AOV, il en a beaucoup bénéficié. Mon taux de conv, il a pas été si impacté que ça. Et donc, je vous conseillerais à tous de vraiment proposer des offres avec vraiment beaucoup de produits. Genre, ouais, comme disait Matt aussi, des fois ça passe de 4 à 6. Voilà, je sais pas, hésitez pas à essayer un truc où les gens vraiment, les clients qui seront le plus déter à lâcher un gros bif puissent le faire et que ce soit facilité. Parfois, on a juste besoin de voir. C'est comme pour les ads, tu sais. Enfin, bon, là, je digresse 2 secondes, mais quand on produit, on fait une ads avec et qu'on le met en situation, ça donne direct, tu vois, le client peut se projeter. Et bah d'ailleurs, bon, bah pour parler pour White Bundle, c'est pareil. Toi, tu vas mettre des images où tu vas mettre, regarde, tu peux faire ça, ça et ça. Ah ouais, exact, j'y avais pas pensé, super, je vais pouvoir l'appliquer sur mon truc. Bah quand tu as tes produits, c'est pareil. Il faut que tu puisses montrer à ton client, ok, regarde, en fait, tu peux l'utiliser pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on se casse la tête aussi sur avoir des ads qui vont être sur des angles précis, parce que sinon le client, et c'est pas lui-même qui va pouvoir deviner ou qui va devoir aller fouiner dans le plus petit coin de ta page produit. Ah oui, je peux l'utiliser aussi pour ça. Enfin bon, bref, c'était un peu une digression, mais je trouvais que c'était pertinent de signifier un peu tout ça. Moi Ouais, maintenant, totalement. j'ai d'autres questions pour Hem, toi, parce que ouais, bon, finalement, ce qui est intéressant dans ce e-com talks, d'habitude, c'est vraiment très très axé e-com, même si maintenant je fais un on peu peut plus des parler, trucs hein. avec du SaaS, etc. Hem, toi, Si en tu tant veux si tu veux, excuse-moi, je ouais, te coupe, si tu veux vis-à-vis du e-com, on peut en parler. Je veux dire, j'ai de la data sur, par exemple, les points communs des, de pages ouf. produits des boutiques qui font plus de 20 millions par an ou des choses comme ça. Je Ah sais ouais, les choses bah qui vas-y gros, reviennent, je je sais suis enfin, ultra chaud, je suis ultra chaud si t'as des choses e-com à nous partager qui peuvent être pertinentes. ouais. Moi je t'écoute là, je suis tout oui. OK. Déjà, vis-à-vis des offres, on va rester sur les offres, comme ça on clôture les offres et ensuite on passe à la page produit en elle-même. Ouais. Les offres sur les boutiques qui font plus de 20 millions ou alors certaines où c'est plus de 10 millions uniquement, on va retrouver toujours les miniatures des produits sur les offres pour que le client il puisse voir en fait, réellement ce qu'il va recevoir. Donc en Mmh. gros, tu sais, sur les offres, tu vas avoir une image avec, du coup, le contenu des offres. Donc si jamais c'est un produit, 2 produits, 3 produits, bah, tu auras une image sur la première offre montrant un seul produit, deuxième 2 produits et cetera. Ouais. Ça, je pense que c'est pour le client quand il sélectionne son offre, il sait exactement ce qu'il va avoir. Le design est toujours ultra simple. Il y a pas de voilà, tu pars pas sur des trucs n'importe comment et cetera. C'est vraiment ultra simple. La couleur de l'offre sélectionnée, c'est toujours la couleur dominante de la boutique. Admettons Mmh. que ta boutique, elle est, je sais pas moi, blanche et tu as, des touches de bleu, bah, du coup, l'offre sélectionnée, elle sera bleue. Idem pour les boutons à jouer au panier, idem pour les prix. C'est ce qui revient. Mmh. Alors, il y a peut-être des gens qui vont changer et cetera, mais dans la plupart des boutiques qui font au moins plus de 10 millions de par an, c'est ce qu'on voit. Y a pas un truc avec le Ensuite prix en ouais, rouge? Le prix et l'offre en rouge? non. On m'a Enfin, souvent dit, ouais, ouais. ou alors la boutique en elle-même a un code couleur rouge, mais j'ai jamais vu ça sinon. OK, OK. Donc il y a ça. Il y a toujours un petit message sur, l'offre, du milieu. Enfin, si on part sur 3 offres, tu as l'offre numéro 2 et l'offre numéro 3 pour du coup les inciter à prendre. Du style, ce qu'on voit souvent, c'est l'offre numéro 3, ça va être genre, le plus d'économie, la meilleure valeur et cetera et ensuite, généralement, ce qui revient, c'est dans l'offre du milieu, offre la plus sélectionnée. Bon, c'est des trucs ça plutôt classiques, mais au final, c'est ce qu'on retrouve. Ensuite, pour continuer sur ça, ouais, vis-à-vis des prix, sur les meilleures boutiques, on a des tranches de prix qui reviennent. Vis-à-vis des offres et du coup vis-à-vis des produits en particulier, on est sur du 20 €, 60 € entre cette gamme de prix et ensuite on a tout de suite du high ticket où on va être entre, allez, 120, 200 et cetera. Alors Donc attends, tu généralement, dis il y a j'ai pas très bien compris. en gros sur les produits qui sont vendus sur les boutiques qui font le plus d'argent, Ah OK. on est, sur des prix donc des offres, on est sur des prix entre 20 et 60 € et entre environ 120 à 200 €. Donc Sur en les fait, il y a bundles? sur les bundles et du coup sur le produit en particulier, même s'il y avait pas de bundle. C'est-à-dire qu'on est D'accord. vraiment sur des tranches de prix, bien distinctes et il y a très, très peu de boutiques, encore une fois, qui font plus de 10 millions, qui sont dans des tranches de prix genre au milieu, du style, 90 € et cetera. C'est soit on a toujours les extrêmes. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi que
Ouais, les 90-80, c'est des paliers qui sont OK, d'accord. OK, OK, OK. Intéressant Donc ça. voilà, ça c'est ce que j'avais noté sur les prix. Concernant les offres, voilà. Si jamais on passe au niveau des couleurs, il y a toujours un code couleur qui est respecté absolument partout. Avec à chaque fois 2 couleurs bien distinctes, enfin les 2 couleurs principales. Du style, tu vas par exemple avoir, bon blanc pour, la base du site, et ensuite tu vas avoir genre, noir-bleu. Dans le logo, dans les bordures, dans les trucs et cetera. J'ai vu, je sais pas, violet, jaune et cetera, mais généralement tu as toujours 2 couleurs principales. En tout cas, tu en as jamais 3. Parfois tu en as 1, mais tu en as jamais 3 Mmh. dans les meilleures boutiques. Donc ça, c'est vis-à-vis du code couleur qu'on va retrouver partout. Ensuite, si on parle par exemple des images produits, ça pour le coup, c'est vraiment, non négociable. Ils font tous ça. C'est que la première image du produit, c'est le produit sur fond uni, genre sans rien d'autre, juste le produit que tu puisses voir sur fond blanc ou sur fond, voilà, uni quoi qu'il arrive. OK. Ensuite, le 2e produit, enfin 2e image, 3e image et cetera, ça commence à être si c'est du produit électronique par exemple, c'est en gros le produit un peu sous toutes ses faces avec, genre je sais pas moi, le la description ou des choses comme ça. Soit si jamais il y a pas besoin, parce que le produit on le comprend tout de suite, ça va être directement le produit en mise en situation. Et idem pour les électroniques ensuite, c'est le produit en mise en situation et tu as plusieurs images comme ça pour que le client en fait il puisse se projeter. Et Mmh. pour le coup vraiment toutes les boutiques, hein. Toutes les boutiques, c'est tu as le produit sur fond uni. Ensuite, généralement, tu as produit, mise en situation, sauf dans l'électronique ou dans les produits où il y a besoin d'un peu plus de description, où tu vois un peu le produit sous toutes ses formes et cetera. OK, c'est ça, c'est très cohérent. Ah, c'est super là ce que tu nous donnes. Voilà, donc il OK. y a ça. L'urgence sur les boutiques, Ouais. il y a 0 urgence. La seule urgence que les meilleures boutiques font et ça idem, hein, toutes, c'est, sur le stock. OK. Du style, attention, le stock est limité, ou alors, il reste plus que 3 produits en stock, et des trucs réels, je parle, pas du fake, stock et cetera. C'est toujours des trucs basés sur le stock. Il y a pas par exemple, récupérer cette offre, il reste plus que 10 heures ou alors, je sais pas quel type d'urgence. C'est toujours de l'urgence discrète, c'est-à-dire que ça va être, aux alentours des offres en haut, sous le bouton ajout au panier et cetera, du style, 3 en stock, stock limité ou des choses comme ça. C'est vraiment la seule urgence qu'il y a et ça reste discret. Et ça, Mmh. je l'ai noté parce que du coup, en comparant les boutiques, il y a pas besoin d'urgence parce que le point principal sur lequel ces boutiques mettent l'accent, et c'est l'autre point dont j'ai envie de parler, c'est la confiance. Sur la boutique, on dirait que les pages produits et la boutique en général sont créées uniquement autour de la confiance. OK. C'est-à-dire, limite, en fait, à chaque section, ils sont en train de se dire: «Est-ce que le client va avoir confiance?» Donc au niveau des offres, tu as, pas de promo, de malade ou de trucs, pareil avec l'urgence et cetera, où le client peut se dire, «C'est bizarre». Tu as les trucs genre paiement sécurisé, les badges, ça on voit, mais ça c'est plutôt classique. Les avis clients sur le bouton ajout au panier. Pas forcément avec wide review, il y en a très peu qui ont wide review, mais ils affichent en fait soit un slider, soit un avis client sous le bouton «Ajout au panier». La confiance encore une fois. Sous le titre, tu as toujours du coup les étoiles avec la note, tous. Tu ensuite quand tu descends, généralement la première section que tu vas avoir, c'est de l'autorité. Du style, je sais pas moi, ça a été vu sur, telle marque ou tel catalogue ou j'en sais rien, donc tu as l'autorité. Si jamais il y a pas d'autorité, ça passe directement sur une section où tu vas voir encore une fois le produit en action. Du coup, le client pareil, il a envie d'avoir confiance et voir en fait à quoi le produit va ressembler. Donc parfois ça va être des vidéos, parfois ça va être des gifs animés, ça va être très, très peu des images. On a des images parfois sur les produits très simples, avec du texte. Ce qu'on va voir encore une fois, c'est, la confiance. Donc on voit le produit en action, on va revoir par exemple la note du style, parce que j'avais vu récemment, c'était genre 4,8 sur 5, 13 000 personnes, ce genre de truc, dans la section, hein, avec la description. Ensuite et c'est là où c'est fou, c'est que la confiance va tout le temps revenir. Tu as au moins 5 sections à la suite où ça va parler des bénéfices du produit, caractéristiques, tu as toujours les bénéfices, genre, pain points et cetera. Le produit sur chaque section, tu vois le produit. La plupart du temps, c'est en action. Je pense que vraiment les clients, en fait, ils ont besoin de se projeter pour se dire: «Quand j'ai le produit, qu'est-ce qui va se passer?» Ensuite, on va avoir 2 sections avis. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas par exemple avoir 3 sections description avec, mise en situation. Tu vas avoir une section avis avec par exemple des images, des vidéos, ou des influenceurs qui vont montrer ou des images et cetera avec du texte. Ensuite, tu as de nouveau des sections, pareil, pour, présentation produit et cetera. Et enfin, à la fin, tu as encore des avis clients et ensuite
Tu as, la FAQ qui arrive. Pareil, ils ont tous une FAQ avec du coup les questions qui j'ai pas les types de questions par contre. Mais généralement, genre, il y a genre 10 questions. Encore une fois, je pense pour la confiance, le mec il scrolle, il voit, il se dit: «OK, bah, j'ai encore telle ou telle question» et ensuite à la fin, soit ils rajoutent encore des badges du style, ah oui, ce qu'ils font beaucoup, c'est, livraison offerte. Livraison offerte et retour gratuit. Il y en a beaucoup qui vont dire, Hmm. par exemple, retour gratuit 14 jours. C'est la durée légale en France, par exemple, mais ils vont tous le mettre. Parfois, certaines personnes vont mettre 30 jours. Je parle justement de, la durée légale des retours en France. Du coup, je peux préciser, toutes les boutiques sont en anglais. Il y a pas de boutiques, françaises, qui sont dans les meilleures en tout cas. Il y en a qui des boutiques françaises qui chiffrent, mais dans les meilleures, elles sont toutes en anglais. Hmm. Et enfin, voilà, à la fin, généralement, on remet les badges, du style livraison offerte, ce genre de garantie et cetera et dans le footer, ce qu'on va avoir pour beaucoup de boutiques, c'est un email direct et souvent un numéro de téléphone. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que parfois le client, il va scroller, il est toujours pas sûr de son achat. Ça veut dire il a toujours pas confiance, confiance que le produit va le satisfaire, confiance de savoir ce qu'il va recevoir, et cetera. Qu'en fait, ils vont contacter le support pour avoir le dernier rempart et être, confiants pour l'achat. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois certaines personnes vont se dire: «Bon, bah, s'il allait jusque-là et qu'il achète pas, bah, on perd la vente». Alors qu'en fait, en rajoutant un système juste une adresse email en mode: «Contactez-nous si vous avez une question ou quoi», bien en avance, ça peut faire la différence puisque du coup le client va vous contacter pour une question bien spécifique, vous lui répondez, vous avez la vente, pour juste une réponse. Hmm. Donc voilà, ce que j'ai noté vraiment, c'est à chaque fois, tout est fait pour mettre en confiance. Chaque section, chaque truc, c'est que de la confiance, de la confiance, de la confiance. Putain, là, tu nous as fait une Voilà. masterclass. Moi, je te dis, j'ai fait que de noter. Moi, j'ai j'ai fait que de noter. Non, c'est trop bien là ce que tu as pu Ça, nous donner. Écoute. c'est vraiment quand je regarde toutes les boutiques qui font énormément d'argent, il y a tous ces points et c'est fou ça, en fait, c'était tellement ressemblant que j'ai cru que c'était à chaque fois les mêmes personnes qui faisaient les boutiques. Ouais, non, non, mais c'est ça que tu vois qu'il y a une sauce. Il y a une sauce Ouais, ouais, à il y a un respecter. truc, il y a un truc à respecter. Purée, attends, c'est un truc de ouf, mec. Mais c'est super parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu as parlé où, tu sais, dans ma tête, je fais, ok, est-ce que moi je le fais? Ouais, c'est bon, tac, ok. Attention, non, ok, d'accord, il faut que je le fasse. Non, c'est super. Et du coup, je pouvais comparer en live avec ce que je fais de mon côté. Et moi, c'est vrai que en fait, ben, la chose sur laquelle tu as insisté, ça va vraiment être la confiance. Et ça me Ouais. régale là ce que tu nous viens de nous donner, mec, vraiment, parce que comme il a dit aussi, là, Gobi, il vient de commenter sous le space, il dit parce que c'est basé sur de la data, quoi. C'est pas toi qui viens nous dire, les gars, il faut faire ça parce que. Non, non, c'est que tu vois que Ah oui, oui, tes je plus le grosses vois. boutiques, tes plus gros clients, c'est ce qu'ils font et ils le font tous. Donc là, les gars, voilà, déjà, si vous faites pas tout ça, vous serez pas les plus gros clients de White Bundle. Voilà, ça c'est dit. Et Donc, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que les offres, par exemple, je dis que généralement on a 3 offres, mais tu as certaines grosses boutiques parfois qui vont en mettre 2, qui vont en mettre 4, et cetera, même si la mhm. majorité c'est 3. Par contre, le truc de la confiance, mais ils le font tous en fait. Il y a pas d'exception, ils le font tous. Ouais, non, mais c'est hyper vrai ce que tu dis, mec. Maintenant, ça me En fait sachant que voilà, réfléchir. la confiance, elle passe par plein de trucs. Les avis clients beaucoup, je vous le dis, hein, les avis clients, tu en as sous bouton ajout au panier. Pas tous encore une fois là, pas tous sous bouton ajout de panier, mais tu en as beaucoup sous bouton ajout au panier et ensuite quand tu scrolles, tu as une section avis, tu scrolles, tu as d'autres sections, du coup présentation et ensuite tu as encore une section avis. Donc ils se disent pas juste: «Je mets un truc avis à la fin», ils en mettent beaucoup. Parfois dans les sections, les mecs vont remettre du style, certifié ou je sais pas quoi, preuve d'autorité. Bref, tout en fait est fait en se disant: «Est-ce que le client là, il va avoir confiance?» En voyant l'image produit, est-ce que le client il va savoir, toutes les caractéristiques? Est-ce qu'il va voir comment il est en action et cetera? Tout est vraiment en Hmm. mode, en se disant voilà, la confiance et en se projetant. C'est est-ce que le client peut suffisamment se projeter? Mais mec, c'est hyper cohérent ce que tu dis parce que on a souvent ce truc de l'urgence. Et moi, Ah j'avais ouais, entendu dire aussi que bon, ben, l'urgence, c'était pas forcément bon quand les gens voulaient bah, passer à l'achat en fait. Et que d'être stressé, enfin, je sais plus qui en m'en avait parlé, mais que d'être stressé, finalement, ça pouvait leur dire avoir le symptôme de les faire fuir. Ah non, trop de stress, vas-y, j'arrive pas à me décider, je fuis. Vaut mieux que je me décide pas plutôt que j'achète et que je fasse un mauvais choix. Et en fait, ouais.
plutôt d'être dans une démarche de réassurance, de confortation et de dire au mec, «T'inquiète, regarde, eux, ils le font, regarde, lui, il dit que c'est vraiment bien, et regarde mec, c'est pile le problème que tu as et regarde, lui aussi, il avait ce problème». Non, ouais, c'est clair que en fait, le mec se met à lui-même ressentir de l'urgence et à se dire: «Oh putain, il me le faut ce truc, vas-y, je l'achète tout de suite et en 4 exemplaires», tu vois? Ouais et comme j'ai dit, le seule urgence qu'il y a, c'est, la quantité, le stock limité et cetera. C'est les seuls trucs et c'est pas flashy, hein, c'est pas des trucs qui clignotent en gros et cetera. C'est un petit texte juste pour dire: «Bah, fais gaffe, voilà, le stock, il est pas illimité, quoi». Mmh, ça, c'est intéressant. Juste, ouais, pour dire, stock faible ou stock limité à tant de choses ou Ouais, ce genre de truc. Il y a un mec, c'était marrant, il avait dit, «En ce moment, on est, viral sur TikTok, donc notre stock peut partir vite». ah oui, ouais, ça, Des j'ai trucs vu. des mais juste une phrase, tu vois? Juste une phrase ou des choses comme ça. OK. D'ailleurs, moi, les gars, si je peux vous donner un truc, c'était une expérience qui avait été faite aussi par des je sais plus si c'était un truc de frites ou quoi et je crois peut-être c'était Burger King ou McDo, ou peut-être je dis de la merde, mais en fait, tout simplement, l'offre était là, dans les magasins et on mettait aux gens et on leur disait, limité à 3 par personne ou limité à 4 par personne et ça a augmenté justement l'AOV, en tout cas, les gens en achetaient plus que si tu leur disais rien. Le fait qu'ils se disent: «Ah, il y a que on peut en je peux que en acheter 4 moi tout seul», bah, les gens avaient plutôt envie d'en prendre 4 d'un coup et de se dire, «OK, j'ai pu profiter au maximum de cette opportunité». Donc je vous recommande, si c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant, moi je l'ai mis aussi, avec le stock, vous précisez que, c'est limité à un certain nombre par personne et vous verrez que ça donne aux gens envie, ça leur donne envie aux gens de profiter justement et d'en acheter le maximum. Voilà, c'est un petit conseil qui peut être pertinent. Ouais. Il Je y a pense, Gon ouais, je pense à d'autres choses là, après je pense qu'on peut passer à ton truc. vas-y. C'est qu'au niveau des niches aussi, je pense que ça peut intéresser des gens. Ah ouais, Ce clairement. qu'on voit ce qu'on voit toujours en gros, c'est une niche principale qui est hyper grosse, du style le voyage, le sport, la nutrition et cetera. Mais un segment de cette niche. À savoir par exemple, je sais pas moi, sport, ça peut être, vêtements pour, personnes en surpoids. Mais en gros, Mmh. ils partent toujours d'une niche qui est de base immense, encore plus du coup quand c'est anglais, de base immense et ensuite ils prennent un segment. Mais ils vont pas partir, d'un segment qui n'a pas une grosse niche. Je sais pas si Non mais tu mec, je vois, vois ce que je veux dire? exactement ce que tu veux Et dire. bah, c'est toujours, toujours, toujours comme ça, pareil. C'est toujours, un segment, bon, il y a peut-être deux trois shops où c'était des trucs, pas comme ça, mais la plupart, en fait, ils partent d'un gros segment et enfin d'une grosse niche. C'est même plus une niche, du coup, c'est un gros secteur et ensuite ils ont, une niche de ce secteur. Mais mec, Et du c'est coup, la c'est niche, hyper ce n'est pas le juste. secteur parce que quand vous regardez vos boutiques, il y en a beaucoup, par exemple, qui vont se dire, «OK, je vends un produit, c'est dans quelle niche?» mais en fait, il y a pas le gros secteur, en fait. Il est pas dans un gros secteur et en fait, ça limite énormément. Qu'est-ce que tu donnerais comme Heu, gros secteur, toi, par exemple, entre guillemets? Tous les trucs, qui sont connus, genre voyage, nourriture, sport, qu'est-ce que j'ai vu? L'électronique aussi, au final, l'électronique, c'est un gros truc. Ouais, Heu, ouais, tu as les trucs OK. bébés et cetera, tu as beaucoup de choses comme ça. C'est tous Ah, les tous les gros. Mais, est-ce que je peux te prendre, je sais pas moi, est-ce que je peux te prendre un truc qui est pas gros, qui est une niche, mais où il y a même pas de gros trucs? Je sais pas, tu vois, il y en a par exemple, voilà, on va prendre un exemple, les plantes, c'est gros. J'ai une plante à côté de moi, c'est pour ça que je dis ça. Les plantes, c'est gros, mais ça fait pas partie d'une énorme niche. OK. Du coup, si jamais tu es en mode: «Je vends des plantes, juste d'intérieur», par exemple, bah, en fait, tu prends une niche plantes d'intérieur, qui est dans une niche les plantes, mais au final, les plantes, c'est pas un truc genre immense. Mmh. À la limite, les plantes, elles sont dans la grosse niche décoration, mais c'est pas une niche directe, en fait, Mmh. tu OK, vois? ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est Et en fait, déjà ouais. tu limites ton OK. marché. Vaut Non, non, mieux c'est juste. il faut cibler, mais par contre, il faut essayer de cibler dans une niche qui est de base gros, c'est une niche directe, quoi. Ah mec, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est hyper intéressant. Prenez des notes, les gars. J'espère que vous êtes comme, Gobi et moi, là. D'ailleurs, il te demande, est-ce que les plus gros e-com de White Bundle, c'est uniquement des marques ou il y a des sites de drop? Non, il y a pas de drop. Je suis désolé, OK. il y a pas de drop. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, ceux qui n'ont pas noté, c'est cadeau. Salut, tu as une structure ou des conseils spécifiques pour créer un above the fold efficace pour que des clients puissent voir tous les éléments essentiels dès leur arrivée sur la page produit?
Limiter au maximum les éléments en haut, rester sur l'essentiel. Par exemple, les bundles, il faut rester sur un design fin, retirer un maximum les margins que vous pouvez avoir. Le but, c'est juste d'avoir un maximum, au-dessus et au minimum, il faut en fait, il faut que vous voyez le bouton «Ajout au panier», les images du produit, le petit avis sous le bouton «Ajout au panier», par exemple, avec les badges et idéalement, il faudrait commencer à voir le début de la section pour que le mec, puisse scroller. Mais ça, c'est les éléments, limites. Il faut forcément ça et il faut regarder sur, pas forcément le téléphone parce que c'est plus difficile. Si vous pouvez l'avoir sur le téléphone, tant mieux, mais c'est plus compliqué et par contre sur l'ordi, même sur un petit écran d'ordi, il faut absolument que tout soit en haut. Je vois parfois des mecs qui vont mettre, je sais pas moi, ils se disent: «Ah bah tiens, je vais rajouter une description avec des points, sous le titre, du produit», par exemple, sous le prix, je veux dire. Je vais en mettre plusieurs, comme ça le client, il sait à quoi s'attendre. C'est même pas, centré sur la confiance. OK, ça donne des détails, mais ça donne pas plus confiance au produit et 2, ça fait tout descendre et du coup, c'est encore moins intéressant. Ok, Voilà. Les ok. les strats, au final, c'est juste ça. Limite ce qui ne donne pas la confiance ou et ce qui est essentiel, je veux dire le prix, par exemple, les titres et cetera et ensuite, retire un maximum les margins que tu peux qui sont pas utiles. Donc tu veux dire les margins, c'est vraiment entre chaque, par exemple, entre la photo Ouais, de c'est produit et le prochain voilà. titre, etc. Voilà, fais en sorte que ce soit lisible, mais pas des trucs, genre, je sais pas, immenses où il y a du blanc et cetera, c'est inutile, quoi. Va gratter J'ai des un petit peu problèmes là. partout. J'ai des problèmes là. Matt, j'ai besoin de tes capacités de développeur. Envoie-moi un paquis là. Envoie-moi. J'ai des problèmes là. Faut que j'améliore ça. Non, non, ok, ok. Très lourd, très lourd. Très lourd. Est-ce que t'as encore d'autres petits trucs comme ça là? Là, moi, je suis friand, je t'avoue. Heu, ouais, 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 heu, les consommables, c'est une tuerie. Ok, Les mecs qui vendent du consommable, ils font tellement d'argent. En fait, comment dire? La lifetime value c'est normal, hein, enfin, je veux dire, je pense qu'on le sait tous, des clients ouais. comme ça, elle est immense et eux, ce qu'ils font, la stratégie, des offres qu'ils font tous avec White Bundle, c'est genre en gros le nom des offres, c'est plus genre un produit, ou le nombre des gélules par exemple ou le nombre de pastilles ou j'en sais rien. Ça va pas être par exemple genre, heu, 20 pastilles, 40 pastilles, et cetera, mais ça va être en durée. Donc genre, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah, ok, À chaque fois, ok, c'est comme ça. Donc en fait, tu as la durée pour que le mec en fait, encore une fois, ça permet de beaucoup mieux se projeter. Dire: «OK, bah, à la fin du mois, j'en ai besoin. OK, je vais prendre direct 2 mois», plutôt que d'avoir, je sais pas moi, 60 trucs et je suis en mode, «OK, ça me dure combien de temps ça?» Tu vois? ok. Faut Ouais, limiter les ouais. questions, faut vraiment il y a la confiance, il faut vraiment que le mec se projette directement sans avoir de questions. Ah oui, je disais aussi dans le footer, vous savez le contact, le numéro de téléphone et cetera. Ce genre de truc, c'est pas seulement utile pour, hem aller chercher la conversion parce que le mec va vous poser une question, mais c'est également utile parce que vous allez apprendre des informations sur vos clients, vos potentiels clients, que, vous ne pouvez pas avoir autrement. Et ce qui est cool, c'est que admettons que vous ayez, 10 personnes qui ouvrent votre page, ils ont tous le même problème. Toutes ces personnes-là ont le même problème, juste il y en a un seul qui va vous contacter. Exact. Vous allez avoir la question, vous allez pouvoir y répondre en mode: «Ah putain, il a pas compris ça, je vais la rajouter quelque part» ou «Je vais modifier machin» et en fait, du coup, bah, tous les autres OK, vous avez peut-être une seule personne qui vous a contacté, mais en fait, il y en a peut-être 10 qui ont eu le problème et du coup, bah, pour les prochains, vous allez avoir encore plus de conversions. Parfois, c'est des petits trucs comme ça qui font que, bah, en fait, ça va faire la différence, quoi. Hmm, très intéressant. Ok, ok. Moi, j'ai bien pris. Vous avez tous pris des notes, les gars? Ok, c'est bon? Tout le monde est tout le monde est au fait du truc. Non, c'est très très intéressant. Là, tu nous as lâché beaucoup beaucoup de value e-com. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour tout ça. Avec plaisir. J'encourage les personnes à aller te suivre. Toutes les personnes qui écoutent le space, s'il vous plaît, allez le suivre. C'est vraiment super ce qu'il nous propose ce soir. S'il vous plaît aussi, je vous demanderai d'aller sur mon profil et de repost le space. Ok, s'il vous plaît, ce serait vraiment sympa. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Euh, des fois, j'hésite à arrêter les spaces comme ça, les mecs. On a très peu de soutien, pourtant on offre de la value. Nous, on n'est pas dans les dramas, je vous le dis. On est numéro un sur la value. Ce que vous donne la maths, personne d'autre vous l'a donné. Ok. Alors, faut remercier, s'il vous plaît. C'est hyper important. Euh,
OK et d'ailleurs si vous avez des questions, c'est maintenant parce que moi je trouve qu'on a fait le tour. J'ai maintenant une ou 2 questions un peu plus personnelles, à poser à Matt et mais voilà, franchement là, ce que tu nous as filé, ça fait super plaisir. Moi mes questions donc c'était plutôt, en tant qu'entrepreneur parce que, on pourrait te mettre dans le gros secteur des entrepreneurs sous catégorie, SaaS, application, Shopify. Hem, Où est-ce que tu te vois? Comment tu te projettes? C'est quoi qui te ferait kiffer? Est-ce que tu as des goals que tu aimerais atteindre? Si oui, bah, moi ça m'intéresse de savoir. Yes, alors, quand j'en ai marre des white bundles et des apps Shopify, je vais vendre. Une fois que j'aurai vendu, je vais me focus sur, la création de SaaS encore une fois, mais cette fois-ci pour les créateurs d'apps, Shopify. Donc là, jusqu'à maintenant, les apps Shopify, c'est pour les e-commerçants et moi, je vais me focus sur les créateurs d'apps Shopify. En gros, ce que je me dis toujours, c'est regardez ce que vous avez déjà, quels sont les assets que vous avez. Tout ça, c'est vos unfair advantage. Vous devez les utiliser pour, créer votre business, pour grossir. Donc moi, j'ai une grosse communauté de créateurs d'apps Shopify, donc il faut que je monétise d'une manière ou d'une autre. J'adore les SaaS et du coup, ça va de pair. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me fera une nouvelle aventure. Deuxièmement, c'est des mecs, qui ont quand même, encore plus de pouvoir d'achat et troisièmement, je pense que ça a du potentiel pour grossir encore plus qu'une app Shopify. Donc j'ai déjà des idées en tête, je me suis déjà, associé avec un CTO. D'ailleurs, voilà, c'est l'autre point vis-à-vis de la création de contenu, c'est que ça vous attire les meilleurs profils parce que du coup, j'ai mis un post en disant: «Voilà, j'ai cette idée, j'ai ce truc-là, je cherche un directeur technique». Et j'ai eu, je sais pas, des dizaines et des dizaines de gens qui ont apply, pour le job et en fait, ça me permet de sélectionner les meilleurs des meilleurs qui ont envie de bosser avec toi, tu vois? Voilà, Mmh. petit aparté. Sur le SaaS, avec la vente aussi, je pense que j'aimerais bien me diversifier, toujours sur le secteur Shopify, mais en gros, on m'a beaucoup demandé de devenir advisor pour des apps Shopify. Et voilà! Donc, de ty typiquement c'est différent que de donner, purement de son temps et cetera. Ouais. L'idée, c'est quoi pour ceux qui savent pas? C'est tout simplement, vous allez prendre, des parts dans des apps Shopify, dans une société. Heu, Généralement, en tout cas, en fonction de votre job, vous pouvez également avoir une rémunération et mensuelle, par exemple, basée sur, le revenu de l'app, et cetera et en fait, votre but, c'est, juste conseiller avec votre expérience les gars qui lancent. Donc c'est pas vous qui développez le business, vous donnez juste des conseils, les mecs prennent leurs propres décisions, mais ça permet au final de prendre des parts dans des sociétés sans nécessairement, investir de l'argent, en apportant juste votre expérience et vous pouvez faire ça dans plusieurs sociétés. Donc Et être tu advisor, toujours je pense que ce sera un et tu truc. toujours dans le levier. C'est-à-dire que, bah, voilà, la société, elle a pas de limite d'expansion, quoi, du coup et toi, tu as des parts Yes. et donc ouais, on n'est pas juste dans le 1 heure égale 500 balles ou 1 heure égale 200 balles, c'est, 1 heure égale, illimité, quoi. Ouais, c'est toujours du scale. Toujours, c'est l'objectif. Donc je me verrais faire ça. Ensuite, je sais pas encore, mais je sais que j'ai envie de faire tellement de choses. Toujours dans le milieu, il y a en 2023-2024, j'ai été invité, à Londres, pas à Londres, pardon, au Canada pour un gros événement de Shopify et en fait, j'ai été invité pour animer un truc qui s'appelle, Shop Tank. Pour ceux qui connaissent du coup Shark Tank ou la version française Qui veut être mon associé, ils voulaient que je fasse partie du jury, de, heu, de l'édition, de la première édition de ça, donc des gens qui venaient pitcher Mais leur c'est app et sorti tout. ça? C'est un petit truc, c'était un test côté Shopify, OK. donc ils l'ont fait en live et donc c'était un truc belle expérience et tout et en fait, je me verrais bien sortir ce concept, mais en mode, beaucoup plus gros. Ou voir en tout cas avec Shopify s'ils sont chauds de sortir le concept en plus gros. Mais c'est une dinguerie ça. Donc j'ai C'est aussi fou. voilà, j'ai aussi comment dire? Des amis dans le business qui ont également, à qui j'ai discuté avec qui j'ai discuté, qui seraient chauds de lancer un truc comme ça, qui ont du coup, tu sais, des petits montants, hein, que ce soit des 5K, des 10K, des 20K et cetera, à investir et avoir un concept comme ça pour aider des gens à se lancer sur des apps Shopify. Eh, mais Donc voilà, Apélix, des il voulait faire ça aussi, hein. ah ouais? Ouais, Moi, je des sais trucs des comme ça, tu vois, ça me ferait kiffer, des trucs comme ça. Et encore une fois, hein, j'ai le réseau pour, donc c'est pour ça que j'y pense. ah ouais. Hem et ensuite, j'aimerais bien, investir dans des business physiques. Donc investir encore une fois, c'est, je vais aider par exemple sur l'aspect marketing, l'aspect entrepreneuriat et cetera, mais en fait, je prendrai un general manager qui va s'occuper de ce business-là, par exemple business restaurant et cetera et en fait, je vais monter la team et je serai pour le coup vraiment un gars qui monte la team, qui investit l'argent et je mets des gens juste parce que pareil, j'ai envie de monter, plein de trucs qui me font kiffer surtout. Purée, mec, c'est vraiment super tout ce que tu as envie de faire là, mec, ça me fait,
Ça me fait vraiment plaisir. C'est des bonnes idées et ça se voit que t'es pas juste un mec qui s'est dit je vais faire du money making online justement, je vais pas faire juste mon et j'aime bien ça se voit que des bons t'as lu des livres d'entrepreneurs où tu suis des bons entrepreneurs qui donnent le bon mindset, j'ai l'impression. Pour mindset, je sais pas, mais en tout cas, ouais, je lis beaucoup. Là, tu vois, juste en face de moi, j'ai 3 livres différents que je viens d'acheter. Donc, Ok. C'est le quoi les, truc. les meilleurs livres pour je sais pas, ouais, c'est quoi tes livres? Les livres que t'as le plus kiffé dans le business? Voilà, tout simplement. Ça dépend c'est quoi l'objectif. Par exemple, si jamais quelqu'un veut se lancer dans le SaaS, le meilleur livre, il faut le lire tout de suite, c'est Zero to Sold, par Arvid Kahl. C'est un bouquin par contre qui est uniquement en anglais. Bien évidemment, la meilleure valeur elle est en anglais, Ouais, mais exact. exceptionnel. Exceptionnel pour lancer un SaaS, pour lancer un truc, encore plus si vous êtes développeur parce que ça s'adresse, mieux à ces personnes-là. Sinon, vous vous associez avec un développeur, ça fonctionne très bien et c'est pas destiné juste pour les apps Shopify, c'est vraiment SaaS en général, mais en fait, ça donne une approche, vachement intéressante et en gros, c'est un type, que je suivais, il avait un blog en fait à l'époque, je me suis beaucoup formé sur son blog et en fait, il partageait son expérience, un peu comme moi je le fais aujourd'hui et au bout d'un moment, en fait, au bout d'un moment, il a écrit un livre où il recensait absolument tout ce qu'il avait fait et c'est de l'or, c'est vraiment de l'or. C'est pas un livre connu parce que le mec il a un peu plus de 100 000 là sur Twitter d'abonnés et cetera. Hem, mais le livre est exceptionnel. Pour quelqu'un qui se lance, c'est le passage, enfin, c'est même plus un conseil, c'est il faut lire ce livre. Tu vas tellement, passer des étapes où tu aurais galéré et cetera, donc Zero to Sold. J'en ai un autre que j'ai bien kiffé, c'est, The Unfair Advantage, on en a parlé. The Unfair Advantage, je sais pas s'il existe en français pareil, de H. Ali et Hassan, Kouba. Du coup, ça, c'est, un livre justement qui parle de, comment faire en sorte au final de surpasser la concurrence, surpasser les autres en utilisant vos avantages compétitifs. Donc ça explique comment les trouver, quoi faire et cetera. Après bon, j'ai beaucoup de bouquins que j'ai aimés, mais sur des thématiques bien précises. C'est-à-dire que quand tu commences dans le monde du business, on va tous lire les classiques, à savoir, je sais pas, La semaine de 4 heures et cetera. Ça permet de te mettre dans le mood, dans le mindset et tout. Ensuite, tu commences à lire des livres un peu plus, précis dans la thématique dans laquelle tu vas. Si vous êtes e-commerçant, vous allez peut-être lire des histoires de mecs, je sais pas moi, biographie de Jeff Bezos ou enfin, j'en sais rien. Hem Et ensuite, généralement, quand vous changez en fait, vous passez d'entrepreneur à CEO, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous commencez à avoir des équipes, vous commencez à structurer des process et cetera. Généralement, vous allez commencer à lire des livres qui sont beaucoup plus axés sur les choses que vous avez envie d'apprendre à un instant T. Par exemple, quand j'ai commencé à recruter, je ne savais pas comment manager. J'ai lu beaucoup de bouquins, sur comment manager, comment recruter les bonnes personnes et cetera. J'ai contacté beaucoup de personnes également pour avoir leur avis, j'ai eu des calls et cetera. Le dernier truc en date, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire énormément sur la prise de décision. Comment, prendre des bonnes décisions et cetera et donc ouais, voilà, il y a beaucoup de bouquins qui vont être cool sur des thématiques bien précises, mais si on reste assez large, du coup, Zero to Sold pour le SaaS, The Unfair Advantage ouais, en général, pour savoir l'avantage compétitif. Il y en a un autre que j'avais kiffé, c'était Contagious. Idem, hein, je vous dis les livres là, je les ai en anglais, je sais pas s'ils existent en français. Donc Contagious, en fait, c'est un livre qui explique comment rendre des choses virales. Donc OK. tous les patterns, en fait, tous les patterns, qu'est-ce qui rend quelque chose de viral? Donc pas mal de patterns dessus qui sont utilisés par beaucoup, hein. Après, vous commencez à voir chez certaines marques, chez certaines actions marketing et cetera, les patterns, en lisant ça. Ceux-là, ils étaient pas mal. Je sais pas s'il y en a d'autres là auxquels je pense. Heu, ouais, ceux-là, ils me viennent tout de suite en tête, en fait. Ouais, non, nickel, nickel, c'est déjà super ce que tu as pu proposer là. Mais sur la prise de décision, du coup, c'est ce que tu viens d'acheter là? T'as des trucs à Ouais, ouais, conseiller? ouais, j'en ai acheté pas mal, sur la prise de décision. Alors je n'ai pas tous là. Là, j'ai, Original à côté de moi. OK. Hem, donc Original, j'en ai d'autres qui arrivent, ils sont pas encore arrivés. Parfois, ça prend plus de temps qu'ils viennent des États-Unis. Tu lis beaucoup? Heu, je lis beaucoup, ouais. OK. En fait, le truc, c'est il y a énormément de valeur dans les livres, pour tellement de sujets différents. Il faut juste un peu creuser. En plus, aujourd'hui, avec ChatGPT, tu as juste besoin de lui demander, lui dire, «J'ai envie d'apprendre tel truc précis» et cetera. Il va te recommander les meilleurs bouquins. Donc je lis beaucoup. Je regarde moins de formations en ligne, de temps en temps sur certains sujets qui nécessitent par exemple
sais pas moi, des ads YouTube, admettons, je dis un truc au hasard, bah, là, une formation en ligne, ça peut être intéressant. Et sinon, je vais beaucoup lire aussi d'articles, blogs et cetera et contacter des gens. Typiquement, quand je vais vouloir être advisor et que je vais commencer à me renseigner, je vais chercher tous les advisors dans mon réseau. Je vais demander à des gens dans mon réseau s'ils connaissent des advisors et le but, ça va être d'échanger, de prendre des calls et cetera pour, m'inspirer, prendre leur expérience, leurs conseils et cetera et donc c'est comme ça que je me forme et après je vais sur le terrain, bien évidemment. Trop chaud, trop chaud. Ah non, mais c'est lourd. Un autre point, voilà, un autre truc, vis-à-vis de la création de contenu, si on va revenir, on parle d'entrepreneur. Ouais. Hem, le bouquin là, Zero to Sold du coup de Harvey Kahl, je suivais à l'époque son blog, j'avais pas du tout White Bundle et cetera. Je suivais comment il faisait. Il a lancé son livre, je l'ai acheté, en fait, avec la création de contenu, ça m'a permis de discuter directement avec lui. Parce que, Ah, folie. tu as beaucoup de followers, parce que tu as beaucoup de choses et c'est pas encore fait, mais je lui ai dit à un moment, on doit s'appeler et il est chaud de qu'on s'appelle. Parce qu'en fait, voilà, le nombre de followers, le truc, ça vous apporte au final une certaine notoriété, surtout si jamais c'est des vrais followers, hein. Ouais, surtout. Et Ouais, heu exact. et le plus gros exemple entrepreneur que j'ai, celui-ci il est dingue, c'est, j'ai commencé dans le business, surtout SaaS et cetera quand j'avais, 15 ans. Donc j'ai appris à développer quand j'avais 13 ans. À 15 ans, je commence à m'intéresser. J'étais en seconde et en fait, je découvre l'histoire de potes qui avaient créé un site internet qui s'appelait, Vidmerd, donc VDM pour ceux qui Ah, connaissent. exact! Ouais, ouais, je connais, bien Et sûr. hem et en fait, c'était l'histoire, j'avais lu cette histoire-là de 3 potes, je crois, qui avaient créé cette plateforme à la base, pour le fun entre eux et en fait, ils se sont rendus compte un jour qu'il y avait, beaucoup de trafic et ils ont commencé à mettre des publicités dessus pour monétiser. Ils ont commencé à faire pas mal d'argent alors que les mecs, c'était encore des étudiants. Je sais plus si c'était étudiant, si c'était lycéen ou quoi, mais ça m'a vachement inspiré et en fait, ça m'a donné envie de me dire, «Ah bah, moi aussi je vais en tant que lycéen, en tant qu'étudiant et cetera, je vais lancer un truc et faire de l'argent» et en fait, j'ai voulu créer une plateforme justement, on en revient encore, hein, j'ai créé mon premier truc, c'était une plateforme, ça a pas fonctionné, mais qui se basait un peu sur, le concept de VDM. Ça n'a pas fonctionné, mais en fait, c'est resté vachement dans le coin de ma tête et en fait, ces mecs-là ont revendu plus tard, VDM, donc ça existe toujours, hein, ça a été revendu. Donc j'avais 15 ans, je crois que c'était je sais plus si c'était 2013, pas dire de conneries, il me semble que c'était peut-être 2013. Je découvre cette histoire-là et il faut savoir qu'il y a 3 ans, heu, par le biais de relations et cetera, j'ai, dîné avec, l'un des fondateurs. OK. Ah ouais, Donc en fait, folie. des années après, le mec qui m'a inspiré en fait et ben j'ai pu dîner avec lui et c'est pas non seulement l'ancien, enfin le fondateur qui a maintenant quitté de VDM, mais c'est également le CEO, donc j'ai dîné avec le CEO de 5 euros.com. OK. Voilà Folie, mec. Putain. Comme et quoi? tout ça, réseau, pareil, tout en fait. Putain, la dinguerie, mec. Ah Cinq ouais. euros.com qui s'est renommé d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle, Comme up. pas dire de conneries, ComeUp, ouais, c'est ça. OK, c'est genre le Fiverr français. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que je connaissais même pas, gros. Ah Tu connaissais ouais. pas 5 euros.com? Mec, je connaissais App, c'est fou. C'est ultra bon, ça a changé de nom, mais c'était ultra connu. Putain, je connaissais pas, mec. Bon, c'est parce que j'ai jamais délégué. Je suis un mauvais, je suis un Est-ce que les mauvais gens qui nous entrepreneur. écoutent là, les gens qui nous écoutent, est-ce que vous connaissez 5 euros.com? Ouais, ouais, vas-y, Surtout à répondez. l'époque Covid, Ah ouais, c'était un délire. À l'époque Covid, du coup, tout le monde voulait lancer des trucs, sur 5 euros.com parce que tout le monde était en ligne et cetera. C'était une ah, dinguerie. À l'époque 2020, c'était exceptionnel et tous les Français, drop et cetera, ça déléguait là-bas, quoi. putain, dinguerie, tu vois. Moi, c'est parce que 2020, j'étais perdu dans la crypto, là, en train de faire des conneries, là. C'est pour ça. Ah, c'est même plus vieux encore 5 euros.com. C'est vraiment, c'est un gros, gros truc, quoi Purée, et bah ouais. voilà, c'est pour dire, voilà, la création de contenu, encore une fois, le réseau, tout ça, c'est vachement important. Ah ouais, putain, bah tu m'as remotivé là, j'ai trop des vidéos qui sont sur le côté que faut que je délègue ou je sais pas, faut que je fasse un truc là. Ok, non bah écoute, moi pour moi on a fait le tour, c'était vraiment exceptionnel, je suis vraiment super content de t'avoir reçu. Ça se voit que t'es vraiment un chic type comme j'aime dire et j'espère qu'on aura Merci, ça fait l'occasion plaisir. de se rencontrer en live pour, voilà, pour faire connaissance. Mais en tout cas, très carré. J'aime beaucoup ta vision des choses. T'as des bons principes. Moi, je pense que
tu déjà très bien, mais je pense que tu vas aller très loin. Ouais, si tu aurais un dernier petit conseil pour, toutes les personnes qui se lancent, dans l'entrepreneuriat, dans l'e-com, qui toi te parlent, que tu aurais à donner? 2 choses. Premier point, c'est, voyez grand mais commencez petit. Mmh. Ça, c'est vachement cool. C'est-à-dire, ayez de l'ambition, c'est bien, mais n'essayez pas de brûler les étapes. C'est ce que je dis, par exemple, à des gens qui lancent des apps, qui veulent directement la solution pour avoir 1000 utilisateurs. Ça fonctionne pas Mmh. comme ça. Ayez l'ambition d'avoir les 1000, mais commencez à aller les chercher un par un, ça fonctionne très bien. Et après, tu as l'effet composé, et cetera. Ça, c'est le premier point et c'est valable pour tous les business, hein. Ce sera beaucoup plus simple. Deuxième point, c'est, commencez toujours par un problème quand vous lancez un business. C'est-à-dire, ne dites pas: «Ah, j'ai cette idée, c'est cool», pour n'importe quel business, mais dites-vous, «Je veux gérer ce problème-là». Parce que c'est beaucoup plus simple, d'aller, créer un produit ou en tout cas vendre quelque chose à quelqu'un qui a un besoin, plutôt que d'essayer d'inventer un besoin avec un produit que vous avez, imaginé. OK, excellent. Très, très bien. Écoute, ça me fait de la peine là de fermer ce space. J'aurais encore tellement de choses à te demander, de questions à te poser, de conseils. Mais voilà, c'était vraiment bien. On a fait quelque chose de très propre. Je pense que la value était très, très présente. Encore merci. Pour tous ceux qui sont encore en ligne et qui ne l'ont pas encore fait, allez le suivre. C'est vraiment un bon gars. Et je te Testez souhaite White plein, plein. Bundle, vous avez Ouais, 14 jours voilà. gratuits. Voilà, allez tester White Bundle. Même moi, je pense que je vais tester et je vais comparer avec ce que j'ai actuellement, voir comment ça peut jouer. Et je te remercie et je te souhaite beaucoup de succès dans tous tes projets. Et je vous souhaite à tous aussi beaucoup de succès. Remerciez Dieu, remerciez la vie et kiffez ce que vous faites. Merci beaucoup. Bah, merci à toi pour l'invitation, merci à tous d'avoir écouté et puis, bon courage dans vos business. Je retourne bosser. Exactement. Et puis on va follow là ton événement là. On va regarder. Merci, ciao ciao. Très bonne soirée à tous. Salut.